La République aurait été informée du versement de ces millions cachés de De Gaulle à Jacques Chirac. C'est en tous les cas ce qu'affirme Loïc Le Floch-Prigent, ici en photo avec le président François Mitterrand. J'en informe, moi, le président de la République ou son secrétaire général, et mon directeur financier en informe le directeur des douanes, puis le directeur du budget. Donc c'est un système qui fonctionne non pas de façon occulte, encore une fois, mais de façon claire, nette, républicaine. C'est clair, net et républicain. Le système a surtout permis à l'entreprise de bâtir depuis son siège du quartier de la Défense un colossal empire d'argent, principalement sur le dos d'un continent, l'Afrique. L'Afrique, le long des côtes du golfe de Guinée, c'est le précaré historique d'Elf. Elle représente les 2/3 de la production de la compagnie, au large du Gabon, du Cameroun, de l'Angola, du Nigeria, du Congo. Une des pièces maîtresses d'Elf, c'est le Congo, capitale Brazzaville. Malgré ses 14 millions de tonnes de pétrole produits chaque année, le pays est mal géré depuis 30 ans. Mais Elf a su y gagner énormément d'argent grâce à toutes sortes d'opérations. Ça commence sur les puits de pétrole eux-mêmes. Les installations industrielles sont à 600 km de Brazzaville, près de la ville de Pointe-Noire, au bout d'une des rares routes bien goudronnées du pays. On a suivi les panneaux, il faut prendre à droite. C'est indiqué. Voilà le terminal pétrolier de Djeno. C'est ici que transite le pétrole, extrait par Elf, pour son compte et celui du pays. Les puits sont en mer. Au bout d'un chemin, il n'y a rien à voir, si ce n'est quelques tuyaux qui s'enfoncent dans l'océan, derrière une grille. Problème, à partir de cette grille, fini le Congo, tout est contrôlé par Elf, dans le plus grand secret. C'est ce qu'affirme l'ancien président de la République, Pascal Lissouba. Selon lui, le Congo ne savait même pas combien de pétrole était extrait de son sous-sol. Nous ne savions rien de ce qui se passe et nous n'avons même pas la quantité du pétrole qui sortait de notre pays. Nous ne la connaissions pas. Vous voulez dire que les autorités congolaises ne la connaissaient pas. Ne connaissaient pas la quantité de pétrole extraite de leur sol? Par quel moyen? Pour le savoir, il aurait fallu que les Congolais puissent se rendre ici, sur cette bouée qu'on devine plus qu'on ne la voit. Loin des regards, c'est là que les pétroliers viennent charger le pétrole. Seulement voilà, les navires sont Elf, les employés sont Elf, les chiffres sont donnés par Elf, et les autorités du Congo assurent qu'elles n'ont pas les moyens d'aller vérifier. Gilbert Songuissa a dirigé pendant plusieurs années les services de contrôle pour le ministère des Pétroles. Selon lui, c'était mission impossible ou presque. Pour aller contrôler, naturellement, il faut faire appel aux moyens des compagnies pétrolières. C'est-à-dire que vous-même, est-ce que vous aviez vos propres bateaux, vos propres hélicoptères pour pouvoir aller sur les plateformes? Non, pas du tout. Vous aviez combien de bateaux? Je vous ai dit pas du tout, donc 0 bateau. Même pas une pirogue. Au large de ces plages, des quantités de pétrole importantes auraient ainsi été acheminées sans que les officiels congolais n'en soient mis au courant. Parfois même, des navires entiers. Et un pétrolier de 100 000 tonnes, cela représente près de 100 millions de francs qui échappent aux caisses du pays. On appelle ça une cargaison fantôme. Interrogé sur la question, Loïc Le Floch-Prigent ne dément pas qu'il y en ait eu. Il y a des cargaisons qui sont produites et qui n'ont jamais été officiellement. Voilà. C'est des choses qui sont arrivées, bien sûr, dans le passé, quand les dispositifs de comptage n'étaient pas aussi précis que maintenant. Là, on peut estimer qu'aujourd'hui, les dispositifs de comptage sont précis, du moins dans certains pays. Alors si je prends l'exemple quand même concret des pays africains, et notamment dans les années 70, 80, 90, est-ce que les systèmes de comptage étaient précis? Le système de comptage était imprécis. Ces manipulations, les cadres congolais du pétrole s'en doutaient, mais impossible alors pour eux de poser trop de questions à Elf. Dans sa maison de Brazzaville, nous avons rencontré Saturnin Okabé. Il a été plusieurs fois en prison pour ses idées politiques et a été écarté de la gestion du pays depuis plusieurs années. Mais dans les années 80, il a été un des grands patrons des pétroles congolais. Selon lui, il n'était pas facile de contester ouvertement l'honnêteté d'Elf et des autres compagnies pétrolières.
C'était toujours dangereux de vouloir donner l'impression qu'on n'a pas confiance à tel ou tel opérateur économique. Ça, je dois aussi vous le dire. C'était dangereux. Dangereux pour la personne qui était là. Parce que c'est quand même l'affaire pétrolière, et il faut le dire, est quand même une affaire de gros sous. Pour avoir mis son nez dans cette affaire de gros sous, il raconte avoir été tout simplement viré de son poste, un des plus importants du pays, en 1991, du jour au lendemain. C'est quelqu'un qui m'est très confiant, qui m'a dit, écoute, demain matin ne viens pas au bureau. Ah bon? Mais demain matin, je ne suis pas parti au bureau, mes portes étaient fermées, clouées. Mais selon plusieurs responsables congolais, Elf aurait fait plus que cacher des quantités de pétrole. Jusqu'au milieu des années 90, la compagnie aurait menti au pays sur la vraie valeur de ces barils de brut. Pendant longtemps, on nous a fait croire que notre brut n'était pas d'une bonne qualité. Tous les pétroles produits à travers le monde ne sont pas de la même qualité, donc de la même valeur. Pour le pétrole produit au large du Congo, comme c'est Elf qui le commercialisait sur le marché mondial, ces calculs se faisaient dans les locaux de la compagnie, à Paris. Des calculs très défavorables aux Africains, qui permettaient à Elf d'acheter le pétrole brut moins cher, après ce qu'on appelle une décote. Près des Champs-Élysées, nous avons retrouvé Mugunga Ngila, ministre des Finances congolais en exil. Lorsqu'il est arrivé au pouvoir, en 1993, il a été un des premiers à dénoncer cette décote. Quand nous sommes arrivés, la décote était extrêmement lourde. Elle était combien? 5 $ à peu près. En tout cas, régulièrement. 5 $ sur quoi? Par baril. Alors, le pétrole congolais valait-il vraiment 3, 4, 5 $ de moins par baril que le prix mondial, comme Elf le payait à l'État congolais de l'époque? Mugunga Ngila est persuadé que non. Quand les Congolais s'en sont sérieusement préoccupés, Elf a été obligé de remonter ce prix, comme d'un coup de baguette magique. Est-ce qu'à votre connaissance, ça correspondait au prix réel auquel il était vendu in fine sur le marché? Je vous dis que non, puisque nous avons pu ramener la décote de 5 $ à 1,5 $. Ça veut dire que quelque part, il y avait 3,5 $ qui se baladaient. Alors va-t-on nous faire croire que les qualités de ce brut avaient subitement changé? Par quel miracle? Par quel miracle? Nous avons rencontré à Paris Patrick Gantès. Il a été cadre chez Elf pendant 20 ans. Il a été notamment délégué au Congo. Aujourd'hui, il admet que Elf a tiré parti sans complexe de la confiance des Congolais. Là, on a, si vous voulez, à mon avis, utilisé ou, comment dire, un peu la naïveté, je dirais, des dirigeants des pays hôtes, des producteurs. Et ce n'est pas tout. Selon nos interlocuteurs à Brazzaville, la compagnie locale Elf Congo, dont voici les bureaux, ne payait pas ou peu d'impôts. Elf Congo affirmait gagner très peu d'argent, à la grande surprise de la plupart des responsables du pays. Il y a eu des périodes euphoriques, quand il y a une période de boom pétrolier, où je me souviens dans les années 80, entre 80 et 83, vous avez eu le baril qui était allé parfois jusqu'à 40 $. Et le dollar à cette époque coûtait 10 francs. Donc on ne peut pas dire que c'est peut-être de l'argent dans un contexte aussi favorable. Mais en revanche, la société présentait dans son bilan un déficit. Eh oui. Eh oui. Difficile à comprendre, venant d'une filiale qui représente entre 12 et 14% de la production d'Elf dans le monde. Pourtant, c'est tout simple. Les bénéfices n'étaient pas déclarés au Congo, mais en Suisse ou en France. Une idée qui remonterait au premier directeur financier de la compagnie. On va faire le gain minimum à la filiale, si vous voulez, pour en faire profiter le maximum les structures centrales. En limitant les gains de la filiale, ouais. Quelles conséquences pour le pays producteur? C'est que l'impôt est moindre, la recette fiscale est moindre. Et ça joue sur des montants importants? Oui. Nous nous sommes confrontés à des difficultés telles que, à certaines périodes, on s'est retrouvé avec des recettes de 10 000 francs ou 7 000 francs par mois. Des recettes? Des recettes pétrolières. 10 000 francs de recettes pétrolières? 10 000 francs français de recettes pétrolières ou 7 000 francs. Au pire, on a eu 7 000 francs français de recettes pétrolières mensuelles. Résultat de 30 ans de mauvaise gestion et d'économie pétrolière, le pays est surendetté. Aucun banquier ne veut lui prêter, alors c'est Elf qui va lui servir de banquier.
Au Congo, par exemple, la compagnie a prêté sur 3 ans entre 92 et 95 plus de 4 milliards de francs à des taux très élevés. Entre Congo, Gabon et Cameroun, ces préfinancements auraient rapporté beaucoup d'argent à la compagnie. Est-ce qu'on peut estimer combien rapportaient ces préfinancements à la compagnie ou quelle part de ses profits ils ont pu représenter? Moi, je dirais, au bas mot, 4-5 milliards. Une chose est sûre, comme dans beaucoup de pays du tiers-monde producteurs de pétrole, l'or noir n'a pas profité aux Congolais. Pour ceux qui ont du travail, le salaire ne dépasse pas 200 francs par mois. Toutes les maisons n'ont pas l'eau courante et on vend l'eau dans la rue, dans des sachets. En dehors de quelques grandes avenues, il n'y a pas de trottoir, pas de goudron. Les enfants ne vont pas tous à l'école, il n'y a pas assez de place. On est loin de l'opulence des Émirats du Golfe Persique. Pour s'en convaincre, il suffit d'aller à l'hôpital militaire de Brazzaville, le seul en état de fonctionner de la ville. Aujourd'hui, c'est branle-bas de combat. Une mission humanitaire, le Comité international pour la renaissance de Brazzaville, arrive de France avec des médecins et du matériel. 71 colis en tout. Et il y en a besoin. Ici, on manque de tout, à commencer par les outils. Vous amenez même les outils avec vous? Oui. Oui, on a ça là. Non, on leur laisse tout sur place après. Oui, il n'y a rien là, j'ai peut-être des étagères. Il y a des étagères, mais il n'y a rien dessus. Il n'y a rien du tout. Il n'y a pas même une ampoule électrique de rechange, ni d'ailleurs de matériel chirurgical. Il n'y a pas de moyen, ne serait-ce que les fils, en dehors des fils ou du matériel qu'on laisse en place. Il n'y a pas de fil pour opérer les gens, non. Pour les recoudre. Non, les malades sont obligés d'aller acheter leurs fils. Monsieur Gatsono Obami. Et pourtant des malades, il y en a. Plus d'une centaine font la queue depuis des heures pour venir consulter les médecins venus de Paris. Monsieur Ndongo. De quoi vous vous plaignez, monsieur? Je sens une douleur ici. Oui. Et ça fait très longtemps que vous avez mal? Ça fait combien de temps? Ouais, 3 ans. Hein. Je crois qu'aujourd'hui, on n'a pas les moyens de pouvoir vous opérer ici. Pour la colonne vertébrale, hein, c'est difficile. Je crois qu'il faut mieux s'occuper de tout ce qui est problème de fracture. Le monsieur en bleu qui boite ne sera pas opéré. Les médecins se concentrent sur les cas d'urgence. Cette dame est arrivée au bord de la mort. Avant de repartir à Paris, les médecins vont faire ce qu'ils peuvent. Le pronostic est toujours très sombre quand même dans ces cas-là. Bon. L'argent du pétrole n'est pas à l'hôpital. Et pourtant, il n'est pas perdu pour tout le monde. Et d'abord, pour les hommes au pouvoir. Ce jour-là, le président de la République tient un meeting politique dans le quartier de ses supporters, au nord de Brazzaville. Escorté d'une douzaine de motards dans sa Mercedes blindée, il vient se faire acclamer par les gens de son ethnie. C'est l'homme qui domine la vie politique depuis 25 années au Congo. C'est l'interlocuteur numéro 1 des pétroliers, Denis Sassou Nguesso. On a donné un t-shirt neuf et un jour de congé aux lycéennes pour venir chanter les louanges du héros du jour. Et pourquoi vous êtes là? Pour voir le président. Et normalement, vous faites quoi aujourd'hui? Vous êtes à l'école? Aujourd'hui, on est chez moi ici pour attendre le président. Et vous êtes lycéenne, collégienne? Lycéenne. Vous êtes dans quelle classe? Ne pas trop se fier à la foule en délire, tout le monde n'est pas invité. Et le défilé a lieu sous haute protection militaire. Le général Sassou est arrivé au pouvoir après un coup d'État et les opposants sont en prison ou en exil. Il règne sur le pays comme un roi plutôt que comme un président. Ses opposants lui reprochent d'avoir accaparé les ressources du pays. Il s'est approprié le Congo comme en rente personnelle. Donc il pense que le Congo c'est sa propriété. Mais vous savez très bien que quand M. Sassou était en France ici,
Quand il faisait le couvert à ses amis, il disait le pétrole du Congo c'est mon pétrole. Donc il se comporte comme tel. Il croit que c'est son pétrole. Ce n'est pas le pétrole du Congo et des Congolais, c'est le sien. Comme à chaque fois qu'il se déplace, le président monarque est accompagné de sa cour. 2 millions de Congolais vivent dans la misère, quelques milliers d'entre eux roulent carrosse sans complexe. Ces 4x4 climatisés flambant neufs, des Toyota, tous les mêmes, valent 600 000 francs pièce. Voici par exemple le ministre des Hôpitaux, accompagné de son épouse. Bonjour monsieur le ministre, comment allez-vous? Et vous-même? Et voilà, merci beaucoup. Pour accueillir tout ce beau monde, la présidence de la République a même engagé les hôtesses d'une agence de communication. Pour l'occasion, on a déroulé le tapis rouge dans la poussière. Comme quelques confrères africains célèbres, Mobutu ou Omar Bongo, le président lui-même a amassé une importante fortune personnelle à Paris. Il a bodé, il a un hôtel particulier à Avenue Rap, il a une propriété au Vésinet, il a bien beaucoup d'autres. Il a acheté ça comment? Voilà ses appartements de l'avenue Rap, dans un des plus beaux quartiers de Paris. Et ici, au Vésinet, une propriété qui vaut plusieurs dizaines de millions de francs. Il était payé comment pour acheter tant de propriétés en France? Et ailleurs? Si le président Sassou est devenu riche, c'est grâce à un système que connaît bien un homme. Le voici filmé lors du procès d'Huma de Viéjoncourt. Ce visage de pierre, c'est André Tarallo, 72 ans, énarque, entré dans la compagnie en 1967, directeur général, l'homme qui a servi tous les patrons d'Elf. L'homme qui a fait la réussite de l'entreprise en Afrique, un homme aussi discret qu'indispensable. On sentait toujours la présence Tarallo dans toutes les décisions qui étaient prises au niveau pétrolier. Pour gagner autant d'argent en Afrique, Elf a dû s'assurer à chaque fois l'appui du chef de l'État concerné et de ses proches. Monsieur Tarallo l'expliquera au juge d'instruction plus tard. Il a fait attribuer des centaines de millions de francs de commission à différents chefs d'État africains, comme ailleurs dans le monde. Denis Sassou Nguesso, ici en photo avec lui, fait bien sûr partie des heureux bénéficiaires. Plus inhabituel, M. Tarallo a détaillé un incroyable système d'intéressement personnalisé, ce qu'il appelle les abonnements. Chaque fois qu'un baril de pétrole était extrait au Congo, comme de l'Angola ou du Gabon, entre 4 et 7 francs étaient reversés personnellement au chef de l'État. Cela fait quelques centimes par litre, multiplié par des centaines de millions de litres, cela fait beaucoup d'argent pour le président de la République. Sur son action pendant 30 ans en Afrique, M. André Tarallo a accepté de s'expliquer pour la première fois depuis 2 ans devant une caméra de télévision. C'est bien lui qui négociait personnellement ces fameux abonnements avec les présidents africains. Ce sont des accords secrets, mais de vrais accords, c'est-à-dire des contrats. Donc ça, c'est quelque chose qui se discute entre vous et le président? Oui, parce qu'encore une fois, c'est un contrat. Alors après cela était mis sous forme contractuelle et été signé par les ministres du pétrole, ministres des finances de ces pays-là. Encore une fois, il ne s'agit pas de choses cachées. Il ne s'agit pas d'argent circulant dans des valises. C'était comment alors un virement? C'était des virements. C'était des virements à des comptes qui étaient indiqués. À Brazzaville, nous sommes allés interroger le président Sassou Nguesso sur ses arrangements secrets. Il nous a reçus dans sa propriété personnelle. Le gazon est fraîchement tondu. Avant de l'interviewer, il faut passer le filtre de sa dizaine de conseillers personnels. Il ne dément pas que des accords occultes existent aujourd'hui encore avec les compagnies pétrolières, mais il refuse d'en parler avec précision. Je pense que de part et d'autre, s'il y a eu des travers, on va les corriger. Ça ne veut pas dire qu'ils sont aujourd'hui arrêtés. Je ne suis pas dans tous les rouages pour savoir s'ils ont été totalement assainis ou pas. Monsieur Sassou Nguesso affiche sa sérénité. Donnez aux autres aussi qui travaillent. Hein? Santé. Au revoir, messieurs. Au revoir. Pourtant, ces accords secrets ont failli lui coûter son poste et la vie. Tout le système a failli capoter il y a 10 ans. Les Congolais, un jour, en ont eu assez de la misère et de la corruption. C'était en 1991.
Dans un pays où le tribalisme, le népotisme, le favoritisme, la corruption et la gabegie dans la gestion de la chose publique ont été presque institutionnalisés. Pendant 3 mois, le Congo se livre à une explosion démocratique, digne des États généraux de 1789. La population se passionne jusque dans les rues. Je saisis cette occasion. Des centaines d'orateurs, connus ou inconnus, accusent leur président, Sassou Nguesso, d'être un dictateur corrompu. Certains exigent même son arrestation. La mise en résidence surveillée de M. Sassou, qui a de nombreux comptes à rendre au peuple congolais, devant être immédiatement prononcée par la conférence nationale. Je vous remercie. Sur le banc des accusés, à côté du président Sassou, les compagnies étrangères Elf et Agip. Les Congolais réclament un audit de leurs comptes. Après 2 mois de révolution pacifique, on nomme un nouveau Premier ministre, André Milongo, à droite sur l'image. Sa mission, faire le clair sur la gestion du pétrole et sur le rôle d'Elf au Congo. Et ça ne fait pas les affaires de la compagnie pétrolière française. C'est là qu'André Taralo va donner toute sa mesure. Pour sauver la place d'Elf, il va carrément se mêler de politique. Mungunga Ngila s'en rappelle parfaitement. Il était à l'époque un des partisans du nouveau régime. Elf a dégainé son arme habituelle, l'argent. Ils ont quand même payé le chef d'état-major général de l'époque pour qu'il fasse un coup d'état contre nous. Qui ça? Monsieur Mokoko. Ce général Mokoko, chef d'état-major et ami du président Sassou, André Taralo le rencontre lui-même à Paris, quelques semaines avant son coup d'état. Pour achever de le motiver, des hommes d'Elf se rendent même quelques jours plus tard à Brazzaville, avec un argument très consistant. Il y avait un certain nombre d'espèces en liquide. À mon avis, pas de quoi équiper un bataillon, mais peut-être s'acheter un chalet consistant au sport d'hiver. Patrick Gantès était présent ce jour-là à Brazzaville. Destiné au général congolais, il y avait 2 millions de francs rangés dans un sac. Je me souviens parfaitement de la texture du sac. C'était un sac écossais. Et ce sac est arrivé, je ne sais plus de quelle façon, jusqu'au bureau du directeur de la filiale. Par contre, ce que je me souviens très bien, nous étions tous en cercle et que tout le monde donnait des coups de pied dans le sac pour le faire sciemment atterrir dans les pieds du directeur de la filiale. Et premier réflexe du directeur de la filiale, c'est qu'est-ce que je vais pouvoir bien en faire. Il était quand même très très ennuyé. Alors qu'est-ce que vous avez fait? Je suppose qu'on l'a remis à la personne qui l'attendait. Malgré cet argent, le coup de force du général Mokoko échouera finalement. En parallèle, Elf a déjà sorti une autre carte. Pour empêcher à tout prix l'audit de ses comptes, la compagnie aurait tenté d'acheter l'amitié du nouveau Premier ministre André Milongo. Ce document interne d'Elf, sur lequel figure le nom de M. Taralo, décrit l'opération. En novembre 1991, la compagnie aurait prélevé 7 millions de francs sur les recettes pétrolières du pays pour en faire cadeau directement au fonds secret du Premier ministre, en toute illégalité. C'est un détournement. Ils vont le financer sur la base de quoi? C'est ce qui est écrit sur cette note. C'est pourquoi je vous dis, c'est un détournement. André Milongo dément connaître l'existence d'un tel contrat. Selon lui, rien dans ce document n'indique qu'une somme lui a été remise. Et il n'y a pas que cette histoire. Lorsque des élections présidentielles s'annoncent quelques mois plus tard, la compagnie aurait financé la campagne du candidat Pascal Lissouba. Elle va lui donner environ 1 million de francs. C'est en cash. Mais bien entendu, c'est évident. Vous ne laissez aucune trace, même pas mes empreintes digitales, vous voyez. Selon Pascal Lissouba, l'épisode se passe à Paris, dans des bureaux près des Champs-Élysées. Il affirme que l'homme qui lui aurait remis l'argent dans une serviette n'est autre qu'André Taralo. L'homme d'Elf ne perd pas de vue son objectif, empêcher toute commission d'enquête et tout audit contre Elf. Alors il me dit, mais si vous gagnez, que faites-vous? J'ai dit, je vais faire l'audit
Alors il s'est mis à rire. C'était un des candidats qui me paraissait les plus importants et un de ceux qui avait le plus de chances de l'emporter. Et effectivement, il a gagné. Et lui se souvient être venu chercher une enveloppe. Ben écoutez, vraiment, je vous l'assure, ce n'est pas moi qui lui ai donné. Quelques mois plus tard, après une élection triomphale et une épreuve de force avec Elf, le président Lissouba réussira à obtenir de meilleures conditions pétrolières pour son pays. Mais l'audit des comptes de Elf n'aura jamais lieu. André Taralo aura eu gain de cause. L'influence d'Elf et de son monsieur Afrique est impressionnante. Lorsqu'une guerre civile éclate dans le pays en 1997, on lui prête d'intervenir directement dans le cours de l'histoire. Selon plusieurs responsables, c'est lui-même qui aurait joué les entremetteurs dans une énorme opération d'achat d'armes. Qu'est-ce qu'il a fait comme proposition? Il a appelé M. Lissouba pour dire, vous faites la guerre, vous n'avez pas d'aviation, je connais quelqu'un qui peut vendre des avions. Et M. Lissouba a accepté. Alors ça peut paraître incroyable, M. Taralo, il s'occupait de pétrole. M. Taralo était plus ou moins conseiller de M. Lissouba, donc c'est normal. S'il était de bonne foi, il travaillait pour aider son ami, mais s'il était de mauvaise foi, il travaillait pour avoir de l'argent pour lui. Et dans ce cas-là? Ben écoutez, si on achète des armes, s'il peut avoir des prix qui l'intéressent lui pour qu'il tire quelque chose de passage, il l'a fait. Une information que dément formellement M. Taralo. Après avoir été mêlé à 3 guerres civiles en 5 ans, accusé d'avoir corrompu tous les présidents récents du pays, Elf reste l'acteur économique numéro 1 au Congo. Face à ses concurrents américains, la compagnie représente toujours 65% de la production de pétrole du pays. Et la Tour Elf est toujours le seul gratte-ciel de Brazzaville. La compagnie française est aussi plus critiquée que jamais. C'est la rançon de l'incroyable trésor qu'elle a gagné en Afrique. Un trésor dont une partie n'est jamais revenue dans les caisses d'Elf à Paris. Alors ce document continue dans un instant, c'était la première partie. Loïc Le Floch-Prigent, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, vous le serez pendant une partie de cette émission. Vous avez été pendant 4 ans président de Elf, vous avez été président au cours de ces 4 années d'ailleurs, la valeur de Elf a doublé, ses réserves de pétrole et sa production également, mais vous avez aussi été le premier grand patron à avoir été incarcéré. Vous avez été dans l'affaire qui a été appelée l'affaire Dumas de Viégeancourt, condamné à 3 ans et demi de prison, 2,5 millions de francs d'amende pour abus de biens sociaux, jugement dont vous avez fait appel, et vous êtes toujours sous le coup de plus de 30 mises en examen, 33 je crois. 33. Alors là, on vient de voir en Afrique un système qui est très clair, de corruption généralisée. On voit aussi que c'est un continent pauvre et un pays pauvre. Alors c'est vrai que le Congo a subi aussi une guerre civile ces dernières années qui explique une partie sans doute de cette pauvreté. Quand vous étiez président de Elf, c'était aussi au moment où il y a eu ce renversement démocratique au Congo, où la compagnie avait à l'époque des intérêts évidents, dont on voit dans ce reportage qu'elle a cherché à les préserver. Quel rôle avez-vous joué ? Est-ce que vous avez cherché, comme on vient de le voir dans ce reportage, à préserver ces intérêts ? Il est clair que le rôle d'un président de groupe pétrolier est de préserver les intérêts de sa compagnie comme tout autre. Mais donc je considérais... En cautionnant des tentatives de coup d'État et des choses de ce type ? Non. Qui ont été avérées et démontrées. Alors, j'ai expliqué dans le livre que j'ai écrit qu'effectivement, il y avait eu volonté de coup d'État et que j'avais arrêté cette volonté. Quand j'ai expliqué très bien ce qui s'est passé. Quand vous allez voir les dignitaires africains, quand vous alliez les voir, vous faisiez comme si de rien n'était. On cautionne quand même ce système. Non, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement ? On le cautionne pas. Votre responsabilité ? Ma responsabilité, c'est d'essayer de voir quels sont les programmes de développement que je peux faire avec les dirigeants des pays, avec les pays, et de voir comment l'argent qui va dans ces programmes est effectivement utilisé à ça. C'est ce que j'ai fait. Dans la poche ? Et pas dans la poche des uns et des autres. Et c'est très difficile parce que c'est une habitude qui a été prise, et une mauvaise habitude. Une dernière question avant de voir la suite de ce document. Un permis de corrompre, on l'a vu dans ce reportage, les commissions étaient légales, la possibilité de corrompre même via des intermédiaires, des responsables étrangers, jusqu'en l'an 2000. Depuis, c'est pénalement répréhensible et on peut être même emprisonné si on se livre à cette pratique. Est-ce que malgré tout, cela continue ? Oui. Tout à fait, cela continue. C'est-à-dire par d'autres méthodes, c'est plus compliqué, puisqu'il y a eu...
C'est-à-dire qu'on crée des sociétés à l'intérieur des pays et que ces sociétés sont partenaires des pétroliers. Par conséquent, elles reçoivent de l'argent correspondant à un travail qu'elles ne font pas. Mais les méthodes sont nombreuses. Ne croyez pas que les Américains nous attendent pour avoir des méthodes très tordues pour faire exactement la même chose que nous. Alors des méthodes tordues, on va en voir dans un instant avec la suite de ce document, parce que l'argent d'Elf n'a pas été perdu pour tout le monde. Valise d'argent liquide, retour d'une partie des commissions en France, par quel circuit occulte et qui en a profité, vous allez le voir dans un instant, après une page de pub. À tout de suite. L'argent d'Elf est aussi revenu dans les caisses des partis politiques en France. Par quel circuit passaient les millions? Ils sont juges, ils ont osé s'attaquer aux ministres et aux PDG. Quels sont leurs moyens? Un PDG en prison, la cavale rocambolesque d'un homme de l'ombre, des dirigeants qui auraient puisé dans les caisses de la compagnie. Où sont passés les milliards d'Elf? Deuxième partie maintenant de ce document. Une deuxième partie au cours de laquelle apparaissent les principaux acteurs de ce que l'on a appelé l'affaire Elf. Estimation, environ 3 milliards de francs auraient été détournés de la caisse de Elf entre 1989 et 1993. Mais cet argent n'a pas été perdu pour tout le monde. Qui en a profité? Par quel circuit confidentiel, voire secret, ont transité virements et valises de billets? Je vous propose de voir tout de suite la seconde partie de ce document. Can you say something in French? Say something in French. Nothing to declare. L'homme n'a rien à déclarer, et pourtant, c'est bien lui qui est au cœur du secret de Elf. Vive le Philippines! Alfred Sirvin, cadre supérieur de Elf, est arrêté après 20 mois de cavale. À en croire les juges, il aurait contribué à détourner plus d'1 milliard de francs dans les caisses de la compagnie pétrolière. Je n'ai rien à déclarer, la vie c'est la vie. Such is life. C'est l'homme qui ne craque pas. En même temps que M. Sirvin, ils sont plus de 40 à être poursuivis par la justice, soupçonnés de s'être enrichis sans justification. Des hommes d'affaires, des avocats ou des cadres de la compagnie, rien que du beau linge. Parmi eux, filmé ici le 20 septembre 1999, le milliardaire André Guelfi, le jour où il peste contre un juge suisse qui veut le mettre en prison. Je suis emmerdé parce que, comme vous le savez, le juge Pérodin m'a fait un mandat d'arrêt international qui m'a stupéfait et surpris. Alors évidemment, ça m'emmerde parce que j'ai pas envie de me faire pigeonner comme un con à la frontière. C'est la grande gueule de l'histoire. Et puis, il y a André Tarallo, le monsieur Afrique de la compagnie. La justice le soupçonne d'avoir touché indûment 600 millions de francs. Il a payé 10 millions de caution pour ne pas aller en prison. C'est l'homme le plus cher de l'histoire. Tout en haut de l'affiche judiciaire, enfin, Loïc Le Floch-Prigent, l'ancien PDG de l'entreprise. Grand Manitou de l'arnaque pour les uns, simple bouc émissaire pour d'autres. Il ne sait même plus combien de fois il est mis en examen. Oui. De temps en temps, je suis à 13, de temps en temps, je suis à 26. Quand on aime, on ne compte pas. Aujourd'hui, il en est à 33 mises en examen et 172 jours derrière les murs de la prison de la Santé, entre juillet et décembre 1996. Tout cela parce que la gestion des milliards d'Elf a totalement dérapé. Chaque fois que l'entreprise a versé des commissions pour avoir des contrats pétroliers à l'étranger, une partie de l'argent a disparu. C'est ce qu'on appelle alors une rétrocommission. Le meilleur exemple, c'est l'opération menée avec André Guelfi. Pour obtenir ses champs pétroliers au Venezuela, Elf avait débloqué une somme de 20 millions de dollars destinée à motiver le président vénézuélien Carlos Andrés Pérez. Seulement voilà, tout l'argent versé n'a pas atterri en Amérique du Sud. Selon ce document fourni au juge par André Guelfi, sur 20 millions de dollars, seulement la moitié, 10 millions, ont été aux Vénézuéliens. Elf a payé 10 millions de dollars de trop, puisque les 10 millions de dollars qui vont aux Vénézuéliens étaient prévus, les 10 millions de dollars qui vont ailleurs n'étaient pas prévus. Et donc Elf a effectivement payé 10 millions de dollars de trop. De trop, pas pour tout le monde. Selon ces bordereaux bancaires conservés par M. Guelfi, 2,5 millions de dollars ont filé sur un compte bancaire en Suisse, géré par André Tarallo, le compte Théarub Colette, du prénom de sa femme. Et 5 millions de dollars rejoignent un compte géré par Alfred Sirvin. Sur les 2,5 millions de dollars restants, André Guelfi affirme avoir payé ses frais.
et remis le solde à un tiers dont il a perdu le souvenir, en liquide, au guichet d'une banque à Genève. C'est vous qui l'avez remis en espèces? Oui, évidemment. J'ai retiré en espèces, j'ai remis la différence. Vous vous souvenez comment ça s'est passé? Je ne m'en rappelle plus. Je vous dis la vérité, on l'a mis sous enveloppe avec un nom. J'ai dit à la banque, monsieur Intel va venir rechercher. Il y avait une somme importante dedans? Il y avait entre 600 et 800 000 $. Dans une enveloppe? Ouais. Ah ben c'est rien du tout ça. C'est rien, mais ça fait tout de même 5 millions de francs. Soupçonnés d'avoir touché de l'argent sans justification, messieurs Tarallo et Sirvin ont été mis en examen, leur PDG aussi, pour avoir laissé faire. Pourtant, à en croire Loïc Le Floch, ces manipulations étaient monnaie courante. Derrière le système des commissions se cachaient des millions de francs de fuite dans toutes les directions. Il y a de l'argent qui va aux destinataires finaux qui apparaissent dans les pays pétroliers, par exemple. Pays pétroliers. Et puis, de tout temps, il a été évident pour le président de la République comme pour les autres qu'il y avait des sommes qui allaient à des destinataires finaux qui n'étaient pas ceux-là. Mais je m'en fiche parce que c'est des sommes qui sont ridicules par rapport à la marge de l'entreprise. Selon les juges, ces fuites dépasseraient plusieurs dizaines de millions de francs par an. Ridicule. Question d'appréciation. Des millions en tous les cas avec lesquels certains cadres de l'entreprise sont soupçonnés de s'être bâtis un joli patrimoine. Le plus célèbre, c'est André Tarallo. Certes, il gagnait bien sa vie, environ 140 000 francs par mois, mais son train de vie était sans rapport. Il s'est bâti cette villa pharaonique en Corse, considérée comme une des plus belles de l'île, estimée à 80 millions de francs. André Tarallo affirme l'avoir payée avec ses honoraires de conseiller auprès de présidents africains. Plus traditionnel, Alfred Sirvin a préféré investir dans l'ancien, à 200 km de Paris. Nous sommes en Touraine. Cette porte est classée monument historique. Le château est 16e siècle. À Chapus-Travaux, Alfred Sirvin en a eu pour environ 15 millions de francs. Une amie des nouveaux propriétaires, un couple d'Américains, a accepté de nous faire visiter. Alors voilà le salon. Ce qui est agréable, c'est qu'il y a des ouvertures de tous les côtés. Regardez comme c'est clair, malgré le temps qui n'est pas extraordinaire. Regardez Alfred Sirvin a rénové son pied-à-terre jusque dans les moindres détails. La poignée d'ouverture. Avec 9 chambres, 3 salons, l'intérieur est classique, il n'y a plus de meubles, ils ont été saisis. Mais l'état des lieux est impeccable, on y trouve même un luxe inhabituel dans ce genre de château. C'est ce qu'il y a. Il y a un hammam. Enfin, je crois, hein. Ou un sauna. Ou un sauna, oui. Le châtelain n'a rien négligé, les travaux de rénovation, on les voit. Cette charpente a été entièrement refaite à neuf. Qui serait Moyen-Âge 16e. Mais c'est à l'extérieur qu'on peut le mieux mesurer les travaux engagés. Voilà l'orangerie, rénovée, la piscine, de 25 mètres, et ces bananiers vraisemblablement irrigués par de l'eau chaude. J'ai jamais vu un bananier aussi grand dans la région. Il y en a quelques-uns, ça a dû être une mode, mais à ce point... Alfred Sirvin n'a pas regardé à la dépense non plus pour donner libre cours à sa passion, les roses. Cette roseraie compterait 4000 pieds de fleurs, dont certains importés du Japon. Ça va de la toute petite rose comme celle-ci, on en voit encore quelques-unes, aux roses superbes saumon ou comme celle-ci. C'est le jardin d'un véritable amateur de roses. Ah, sûrement, oui. Dernière passion apparente de notre homme, les arbres. Il en a planté plusieurs dizaines sur les 2 hectares du parc. Monsieur Sirvin n'aimait pas attendre. Dans le village, on s'en souvient encore. Sa plus proche voisine a tout vu. Une grande partie de ce qu'il y a dans le parc ont été plantés comme ça, tout entier. Hein, des machins qui faisaient 8-10 mètres de haut. Il fallait les pelles, les tractopelles, les grues pour pouvoir les planter. Hein. Les arbres? Oui. Des grues? Oui. Vous avez vu des grues là travailler? Oui, il y avait une grue. Et même, c'était un peu spectaculaire parce qu'ils ont passé les arbres par-dessus les fils électriques. Hein. Il faut dire que pendant 30 ans, chez Elf, on a eu l'argent facile. Autour de la table du conseil de direction, les PDG successifs et une partie de leurs principaux collaborateurs
pouvaient avoir accès à une caisse d'argent liquide pour faciliter leurs relations d'affaires. Au noir, en toute simplicité, comme les ministres ont des fonds spéciaux. Moi, ça représentait de l'ordre de plusieurs centaines de milliers de francs par an et de l'ordre de grandeur de 1 million par an. Oui. Et combien de collaborateurs avaient à votre connaissance des fonds spéciaux? Normalement, il y en avait une dizaine. Difficile de savoir exactement de combien disposait chacun des hauts cadres de l'entreprise. En tous les cas, les mécanismes étaient très simples. Nous avons pu retrouver traces d'argent liquide retiré par M. Tarallo, ici à l'image, au guichet d'une banque gérée par Elf. C'est un chèque de 839 000 francs, le 11 juillet 1990, prélevé sur le compte d'une filiale étrangère, à moi-même. Ça sert à faire en sorte que de temps en temps, il y ait de l'huile dans les rouages sur telle ou telle affaire. Voilà, c'est tout. Et que ce se fasse de manière élégante. Voilà. Faire un cadeau, par exemple. Absolument. Offrir un dîner. Absolument. Oui. Partir en voyage. Oui. C'est ça. Offrir un costume. Oui, c'est ça, bien sûr. Ça peut en faire partie. Ah bah bien sûr, oui. Le problème, c'est que verser ainsi de l'argent au noir, c'est illégal. Alors, tout était organisé à l'étranger, depuis la Suisse, loin des regards du fisc, des contrôleurs publics de toutes sortes et loin des juges. Jusqu'à sa fusion avec Total, Elf avait sur les bords du lac Léman à Genève une demi-douzaine de filiales et un labyrinthe de circuits financiers secrets. Tout commence dans cet immeuble, à 2 pas de l'aéroport de Genève-Cointrin. Une fois le pétrole extrait en Afrique ou ailleurs, c'est depuis ces bureaux qu'il est vendu dans le monde entier. Les commerciaux, ce qu'on appelle des traders, on les trouve au 4e étage, chez Elf Trading. Nous n'avons pas été autorisés à filmer, il faut se contenter d'images d'archives. Ces jeunes gens, derrière leurs ordinateurs, négocient les cargaisons de pétrole au téléphone, une activité très profitable. Ça gagne de 800 millions à 1 milliard par an pour une société qui fait quelques centaines de personnes. Une partie de ces profits ont alimenté une trésorerie commune à toutes les filiales d'Elf. Ça se passait 2 étages en dessous, au bout du couloir. La trésorerie, la voici, elle ne s'appelle pas Elf, mais Rive-Union. Lorsque nous y sommes allés, les bureaux étaient en plein déménagement. Bonjour madame, je suis Denis Boutelier, vous vous souvenez, je vous ai appelé au téléphone il y a 2 jours. Vous savez, je suis un journaliste de M6. Oh là là, non. Ici, on n'aime pas beaucoup les journalistes et pour cause, le lieu est extrêmement sensible. On est là au cœur d'une des principales caisses noires de Elf. En 1991, par exemple, selon un cadre financier, près de 800 millions de commissions auraient été payées depuis ces bureaux, sur ordre des dirigeants de Paris. Une sorte de trésor dans lequel certains dirigeants ont puisé depuis 30 ans, presque comme dans un coffre à jouets. Ce trésor repart soit vers les filiales lorsqu'on en a besoin, soit vers des commissions versées à un certain nombre de gens sur ordre oral de Paris. Sur ordre oral? Oral de Paris. Alors, ça veut dire qu'il n'y a pas de trace de ces... Il n'y a pas de trace. Qu'est-ce que ça peut être un ordre oral de commission? Verser 15 millions de dollars au compte 00045 4002 à la banque, à l'International Bank, voilà. Voilà. En échange de tel service? Ah non. En échange d'une facture? Non. Voilà. Sur justification? Ouais. Ces versements secrets ont été utilisés selon l'enquête des juges par des cadres d'Elf, mais pas seulement. Selon Loïc Le Floch-Prigent, dès sa création par le général de Gaulle, Elf a été conçu aussi pour apporter un complément de financement aux partis politiques à Paris. Car la politique, ça coûte cher et les cotisations des militants ne suffisent pas toujours. Il aura fallu 7 ans d'enquête judiciaire dans ces bureaux du palais de justice pour qu'un des patrons d'Elf l'affirme noir sur blanc, André Tarallo, que l'on voit ici quitter le cabinet du juge. C'était il y a 6 semaines, le 17 octobre 2001. L'homme assure que lui-même ne s'occupait pas de ce sujet, mais il confirme. Question du juge. La société Elf a-t-elle été utilisée pour des financements politiques? Réponse de M. Tarallo. Je savais bien qu'il existait des financements politiques français effectués par Elf. C'était l'affaire des présidents d'Elf. Avec l'arrivée de M. Sirvin, c'est lui qui était chargé du financement politique.
Et à la question, Monsieur Sirvin a-t-il évoqué devant vous le nom des formations politiques ou des hommes politiques bénéficiaires? Il a évoqué une distribution à tous les partis politiques. Sans parler de financement politique, Monsieur Le Floch-Prigent assure que les dirigeants d'Elf ont toujours eu des liens étroits avec le pouvoir. C'est la première chose qui l'a frappé à son arrivée dans l'entreprise. Il le raconte à sa manière. Tout le monde est très politisé dans la boîte. Donc le directeur financier, il arrive le premier jour et il me dit « Moi, je suis membre du club Perspective et Réalité avec Monsieur Lamassoure. » Le secrétaire général du groupe, Adas Lebel, vient me voir en disant « Vous savez, je suis un très proche collaborateur de Monsieur Barre et je m'entends très bien avec Monsieur Barre, je le vois souvent. » Je dis « Je suis content de le savoir. » Monsieur Tarallo, il vient me voir en disant « Vous savez, j'étais à l'ENA avec Chirac, alors je connais très bien Chirac et je connais beaucoup l'entourage de Chirac. » Je dis « Parfait. Pour moi, c'est à chaque fois que je soulève une pierre, je découvre un scorpion. Mais bon, puis à la fin, j'en ai marre de me faire piquer, par conséquent, je laisse les pierres et s'en les retourner. » Des cadres supérieurs d'une grande entreprise publique ayant des relations dans le monde politique, c'est très courant, à droite comme à gauche. Et qui je suis, de manière... Ce qu'oublie de dire Monsieur Le Floch-Prigent, c'est qu'il est devenu président d'Elf grâce à un homme, et pas n'importe lequel. 1988, François Mitterrand est réélu président de la République et nomme quelques mois plus tard Loïc Le Floch-Prigent à la tête d'Elf. À travers des documents fournis plus tard à la justice, on découvre que Elf a rendu des services à la famille politique du président. Et d'abord en embauchant plusieurs personnes réputées proches de l'homme au pouvoir. Éric Guébali, par exemple, ancien secrétaire général de SOS Racisme, un mouvement proche de François Mitterrand. Il a aussi été salarié d'Elf en Suisse, 15 000 francs par mois. On trouve aussi la petite amie du ministre Roland Dumas, Christine de Viéjoncourt, 47 000 francs mensuels. Ou encore la secrétaire de Dominique Strauss-Kahn, Evelyne Duval. En 1993, la secrétaire cherche à se recaser. Elle se fait embaucher chez Elf, toujours en Suisse, 15 000 francs par mois elle aussi. Plus étonnant, la compagnie pétrolière finance un festival de théâtre en Corse. Malgré des acteurs de renom, la manifestation est modeste, la subvention l'est beaucoup moins. Elf amène près des 3/4 du budget. Il faut un petit peu de temps pour installer un festival. Le festival est organisé par une association, La Colombe, présidée par cette dame, Jacqueline Franjou. L'argent vient lui d'un compte secret à Zurich, en Suisse. Cette note, datée de 1996, l'indique. Elle est signée d'un des directeurs financiers et adressée à un avocat suisse d'Elf. J'aimerais que par débit de ton compte, tu fasses transférer 900 000 francs en faveur de l'association La Colombe. Coïncidence ou pas, il se trouve que Jacqueline Franjou est très liée elle aussi à la Galaxie Mitterrand, chargée de mission auprès de Dominique Strauss-Kahn entre 1991 et 1993. Mais pour financer des activités qui n'ont rien à voir avec le pétrole, Elf est capable d'engager des sommes bien plus importantes encore. Le meilleur exemple, c'est l'histoire du journal Globe. Un magazine clairement pro-tonton, comme en témoigne cette une, parue en 1988. Il est dirigé par le journaliste branché Georges-Marc Benamou et financé par Pierre Berger, patron d'Yves Saint-Laurent, familier de Mitterrand et de Le Floch-Prigent. Problème en 1992, le journal est en faillite. De nouvelles élections approchent et Globe a besoin d'argent. Après quelques mois d'arrêt, le journal reparaît pourtant, comme par miracle. Globe mensuel disparaissait des kiosques au printemps dernier faute de lecteurs. Alors question, avec quel argent Globe Hebdo paraît-il aujourd'hui? L'argent d'un financier important qui est notre associé depuis 7 ans, Pierre Berger, l'argent de 2 sociétés de capital risque et d'une banque privée. Ce qu'oublie de dire M. Benamou, c'est que le tiers de l'investissement, 20 millions, officiellement amené par une société de capital risque, Union Normand d'Investissement, vient en fait d'Elf. Les salariés n'en savaient rien, mais ce document interne de la filiale suisse Elf Aquitaine International, estampillé personnel et confidentiel, titré Opération Globe, le confirme. Elf Aquitaine International s'est porté caution solidaire à hauteur de 20 millions de francs. Interrogé par nos soins, Georges-Marc Benamou ne se souvient de rien et nous a adressé à Pierre Berger, qui nous a lui-même renvoyé à Benamou. Comment une société comme Elf peut-elle justifier de dépenser autant d'argent sans aucune justification économique apparente ?
Pour l'ancien patron de la compagnie, la question apparemment ne se pose même pas. Depuis 30 ans, tout le monde est content. Quel a été le prix payé par Elf pour que tout le monde soit content? C'est marginal par rapport au chiffre d'affaires d'Alzeta, mais tout le monde est content. Ça représente combien? On est en train de raisonner sur quelques dizaines de millions de francs, voilà. Le PDG ne nous en dira pas plus. Impossible de chiffrer avec précision l'argent injecté par Elf dans la sphère politique. D'autant que l'argent des commissions pétrolières est revenu à Paris aussi par un autre chemin. Il arrive directement des chefs d'État d'Afrique dans la vie publique française, sans passer par Elf. C'est ce qu'affirme un des principaux acteurs de l'ombre de la politique franco-africaine depuis 40 ans. L'ambassadeur Maurice Robert, 82 ans, 47 ans d'Afrique. Un homme qui connaît bien son monde. Alors ça, c'est la visite officielle de Bongo, et nous allons accueillir Bongo, vous voyez. Alors il y a le président Giscard, Madame Giscard, ça c'est le chef du protocole, et puis là, bon, je suis derrière, bien sûr, l'ambassadeur de France se devait d'être présent. Ambassadeur de France au Gabon pendant 2 ans, mais aussi grand officier de la Légion d'honneur, conseiller de Jacques Chirac à l'Hôtel de Ville, colonel en retraite, ancien chef des services secrets en Afrique, 9 ans chez Elf. Il est encore conseiller de Total Fina Elf et des présidents du Congo et du Gabon. Pour lui, l'argent des Africains a bien arrosé les partis politiques français, des communistes à l'extrême droite. Les chefs d'État africains ont eu l'intelligence, justement, de financer tout le monde. Ils ont financé la gauche comme ils ont financé la droite. C'est-à-dire tout le monde, tous les partis. Pour les Africains, c'est même un secret de polichinelle. Jean-Jacques Yambi Opango dirige un mouvement politique congolais. C'est surtout le fils d'un ancien chef d'État du Congo, Joachim Yambi Opango, ici en photo avec lui. Familier d'Omar Bongo, de Denis Sassou Nguesso, de Pascal Lissouba, le fils a vu défiler en Afrique de nombreux responsables français. Quand un responsable politique français vient en Afrique de manière officielle, et qu'il est heureux de son voyage, il n'y va pas pour les beaux yeux des différents chefs d'État où soi-disant ils sont super frères. Non, ça n'existe pas, ça en politique, il ne faut pas rêver. Il ne faut pas rêver. Alors il vient pourquoi? Ils viennent pour prendre du pognon. À ce jour, aucun financement précis n'a été démontré. Mais le président gabonais Omar Bongo, que l'on voit ici à l'image, ne s'en cache pas. Dans un livre récent, il admet qu'il a aidé financièrement ses amis politiques français, avec l'argent des commissions pétrolières. Le président Bongo, comme beaucoup d'autres présidents africains, a un besoin impératif du soutien des dirigeants français pour rester au pouvoir. Et selon l'ambassadeur Robert, ce soutien a une contrepartie très concrète. Ça se passait comment? Alors ça, je pense pas que ça se passe par chèque ou c'est des valises quoi qui circulent. Des valises d'argent. Dans ces milieux-là, vous avez l'impression d'être chez les Martiens, mais ça se passe de manière très simple. C'est-à-dire? Comme je vous le dis. On peut se voir ensemble, on est gros responsables, et bien comme dans un business, allez, on s'échange une mallette, terminé. Et il peut y avoir beaucoup d'argent dans ces mallettes. Mais bien sûr. Mais dans une mallette, je peux vous garantir qu'on peut mettre beaucoup de billets de 500 francs. Vous pouvez nous le garantir parce que vous l'avez déjà vu. On peut mettre beaucoup de billets de 500 francs dans une mallette. Et les mallettes, ça ne laisse pas de traces. Elles n'apparaissent nulle part dans les comptes officiels des partis politiques français. Alors, les relations entre les chefs d'État africains et les hommes politiques, beaucoup l'évoquent, mais peu en parlent avec précision. Si l'argent liquide, effectivement, laisse peu de traces, il y a malgré tout parfois des gens qui parlent. Alors, si tous les partis politiques semblent avoir été financés par Elf, comme cela a été montré dans ce reportage, dans la deuxième partie de ce document, Denis Boutelier a remonté l'une des pistes à partir d'un courrier qui l'a particulièrement intrigué. Les relations financières entre les chefs d'État africains et la France, beaucoup en parlent, bien peu les évoquent avec précision. Nous avons été rencontrer un ancien président du Congo en exil, Pascal Lissouba, pendant 10 ans un acteur de premier plan des relations franco-africaines. Souveraineté de mon État. Nous avions été intrigués par un courrier qu'il a adressé à Jacques Toubon, ancien ministre et figure du RPR. Ça vous dit quelque chose? Lui, il n'avait pas de... Oui, non, mais c'était les affaires du Congo. Cette lettre, la voici. Elle date du 17 avril 1999.
À l'époque, l'ancien président a été chassé du pouvoir et il a dû fuir son pays pour vivre à Londres. Dans cette lettre, il dénonce certains responsables français qui, dit-il, l'ont abandonné. Je juge utile et nécessaire que vous interveniez aujourd'hui pour mettre fin à ce scandale qui se découle dans l'impunité. L'ex-président veut revenir au pouvoir dans son pays et il appelle à l'aide à Paris Jacques Toubon. Monsieur Toubon, c'est un de vos amis, c'est quelqu'un que vous connaissez, comment ça se passe? C'est quelqu'un que je connais, oui, bien sûr. C'est un de vos amis? Je peux le dire comme cela et je pense qu'il ne sera pas offusqué. Un chef d'État déchu appelle au secours, jusque-là rien de surprenant. Si cette lettre a excité notre curiosité, c'est qu'elle se termine sur une phrase sibylline. Lisez la dernière phrase, s'il vous plaît. Je crois pour ma part avoir été votre ami fidèle et l'avoir démontré assez concrètement par l'intermédiaire de M. Bourgi. Que signifie cette dernière phrase du président? Quelles sont les marques d'amitié qu'il évoque? Que signifie assez concrètement? Et qui est cet intermédiaire, M. Bourgi, dont le nom est cité plusieurs fois dans le document? Voici une des rares images du personnage, à gauche de l'écran, aux côtés du président zaïrois Mobutu. C'est un avocat parisien. Sa spécialité, faire du lobbying pour le compte de chefs d'État africains, leur ouvrir les portes du monde politique parisien et même gérer certaines de leurs affaires personnelles. Il a travaillé pendant plus de 3 ans avec la directrice de cabinet du président Lissouba, Claudine Munari. Il a même eu avec elle un contrat de conseil officiel pendant 6 mois. Oui, je connais Robert Bourgi, oui. Alors qui c'était? Dans quelles circonstances vous étiez amené à le rencontrer? Écoutez, M. Robert Bourgi il est avocat de métier. C'est quelqu'un qui nous a beaucoup aidés dans, comment dirais-je, le suivi de nos relations françaises, par exemple. L'atout maître de Robert Bourgi, c'est son carnet d'adresses, ses nombreuses relations politiques, surtout à droite, en particulier avec Jacques Toubon. Salut, Christian. Les deux hommes militent notamment au sein du Club 89, une association animée par Jacques Toubon pour soutenir Jacques Chirac. Une association influente, lors d'une réunion en septembre dernier à l'hôtel Royal Monceau, Jacques Toubon avait réuni presque tous les amis de Jacques Chirac. Alain Juppé qui allait démarrer. Monsieur Bourgi n'y était pas, il était en voyage ce jour-là. Le Club 89 est un laboratoire d'idées. D'avoir et d'exprimer des idées. Robert Bourgi est un homme de réseau. La France. Mais selon l'ambassadeur Maurice Robert, longtemps membre influent de ce même Club 89, il a aussi transporté de l'argent pour le compte de partis politiques. Cela lui aurait valu une déconvenue à l'aéroport de Roissy, il y a 3 ans. Je sais que un Français a été arrêté avec une grosse somme d'argent à l'aéroport, qui manifestement était de l'argent destiné à des partis, je ne sais pas. Hein. C'était M. Robert Bourgi. Ah oui, je ne voulais pas le citer, mais c'est bien lui, oui. Un épisode qui semble concorder avec une information relatée dans Le Monde du 9 décembre 1998. L'interpellation d'un homme porteur d'une mallette contenant une très importante somme d'argent liquide. Il avait expliqué que ces fonds provenaient de la présidence du Gabon et qu'ils étaient destinés au Club 89. Selon Le Monde, cette affaire n'a pas eu de suite. Alors, ce témoignage d'amitié dont parlait le président Lissouba dans sa lettre à Jacques Toubon, s'agissait-il d'argent? Nous avons posé la question à l'ex-président congolais. Il dément en avoir versé. Je ne suis pas quelqu'un qui peut tricher ou qui peut corrompre ou quoi que ce soit. Ce n'est pas là mon rôle, ce n'est pas là mon jeu à moi. Monsieur Lissouba. Nous avons posé la même question à Jacques Toubon. Il dément lui aussi. Dire qu'il vous a rendu plein de services par l'intermédiaire de Monsieur Bourgi et il aimerait bien que vous lui renvoyiez l'ascenseur, si je comprends bien ce qu'il dit dans sa lettre. Robert Bourgi était le délégué des clubs 89 pendant plusieurs années pour les clubs africains. Il faisait partie de notre délégation de clubs affiliés et c'est pour ça qu'il avait des relations avec un certain nombre de personnalités. Je ne crois pas qu'il y ait d'ascenseur à renvoyer, car il n'y a jamais d'ascenseur qui a été envoyé. Nous avons interrogé hors caméra M. Bourgi, lui aussi dément formellement avoir apporté de l'argent du président Lissouba à Jacques Toubon. Ce n'est pas ce que dit l'ambassadeur Robert. Là, je vais dire quelque chose qui va peut-être choquer. Auprès de Lissouba, il y avait Madame Munari. Madame Munari a noué des relations
très étroite avec Robert Bourgi. Et Robert Bourgi, personne ne peut lui en vouloir, a aidé Jacques Toubon. Je ne dis pas que ce soit pour Jacques Toubon, hein, attention. Il est possible que Jacques Toubon ait fait ça pour financer son parti. L'ambassadeur Robert a des raisons de ne pas ménager Jacques Toubon et Robert Bourgi. Monsieur le ministre, expliquez-vous. Ils sont alliés en Afrique avec des camps opposés. Parce que moi, s'il y a un mec... En tous les cas, Jacques Toubon maintient sa position. Vous êtes très très tombé. Vous êtes très très tombé. Je peux vous dire une seule chose. C'est qu'il n'y a pas un centime qui m'appartient à moi, qui appartient au club, hein, qui ne soit pas un centime qu'on puisse dire d'où il vient. Alors vraiment, vous êtes très mal tombé. Vous êtes très mal tombé. Moi, je vous demande que... Dans cette histoire, personne n'apporte de preuves écrites d'un quelconque financement. Parce que honnêtement... Loïc Le Floch-Prigent, on vient de voir toute la deuxième partie de ce document qui démontre qu'il y a un système qui existait avant vous, mais qui a continué au moment où vous étiez président, évidemment. Et après moi. Et après vous, sans doute, si vous le dites. Un système avec des systèmes de commission, mais un système qui a permis de brasser des dizaines, voire des centaines de millions de francs en dehors de tout contrôle. Beaucoup pensent que pendant que vous étiez là, le système a aussi dérapé. Alors on va revenir sur tout ça. Déjà, le financement politique, dans votre livre... Affaire Elf, Affaire d'État, vous dites je vous ai décrit le système Elf, je peux ajouter que l'ensemble de la classe politique savait qu'Elf faisait du financement politique. Un peu plus loin, vous dites eh bien, j'aimerais que les hommes politiques de la génération Chirac et Mitterrand prouvent qu'ils n'ont jamais, en 20 ans, reçu d'argent d'Elf. S'ils en apportent la preuve, vous avez le pape en face de vous. Absolument. Ça veut dire, lui, André Tarallo, il le dit clairement dans une des positions qu'il a faites. Vous le dites sans le dire. Est-ce que vous pouvez dire franchement, bah oui, Elf donnait de l'argent en liquide aux hommes politiques? Ça a toujours été le cas, oui. Depuis l'origine, bien sûr. Et sous quelle forme? Oh ben, on allait voir le secrétaire général, et d'ailleurs, dans une émission récente, une des collaboratrices du président Mitterrand a indiqué comment ça se passait de son temps, c'est-à-dire dans les années 70. C'était classique, mais tout le monde le savait. Enfin, je veux dire qu'à un moment, il faut arrêter l'hypocrisie, vous voyez. Et l'hypocrisie, c'est de considérer que la vie politique française se finance avec les cartes de militants, de la même façon qu'il est hors de question de penser que la vie politique américaine se finance à partir des militants démocrates ou républicains. On va rester sur les zones d'ombre de l'argent d'Elf, en France notamment. Alors, la classe politique, alors il y avait des valises de billets directement, vous disiez, les hommes politiques allaient voir les secrétaires généraux du groupe, le secrétaire général de la compagnie, et qui disait, ben, à lui on donne tant, à lui on donne tant. Ça, je m'en suis jamais occupé. Ah, j'en suis déjà occupé, moi. Et vous faisiez quoi? Je faisais autre chose, c'est des sommes marginales par rapport, mais je ne faisais pas ça. Alors c'est tout le discours que j'ai depuis 6 ans et que j'essaie de faire passer aux gens. On a du mal à le croire, c'est un manque de curiosité quand même. Bien sûr, peut-être aussi, et c'est un dégoût, ça revient à peu près au même, c'est-à-dire que je n'avais pas envie de m'occuper de ça, je l'ai dit clairement au président Mitterrand, et je l'ai dit à chaque fois que j'occupais un poste, je n'ai pas envie de m'occuper de ça. Voilà. Et je ne l'ai pas fait. Alors, vous pouvez très bien considérer que ceci est condamnable, et je veux bien être condamné en disant que je n'ai pas été curieux, mais vous ne pouvez pas me dire en même temps que je dois être condamné parce que je sais. Je ne sais pas. Je n'ai pas essayé. Vous étiez quand même président de cette société. Vous n'avez pas essayé. Attendez, pardon. Vous n'avez pas essayé de mettre un peu 200 milliards. Oui, non, mais d'accord. Mais par exemple, il y a un son incroyable dans le reportage où on vous entend dire, bah oui, un ordre oral, vous disiez 15 millions de dollars sur le compte d'un tel ou un tel. En contrepartie de quoi? Bah rien. Vous le mettez. Ordre oral, on y va. Parce que j'ai un résultat derrière. J'ai un résultat derrière. Ah, donc ce résultat, à qui on donnait? Non, je sais quel est le résultat. Je ne sais pas à qui je donne, mais je connais le résultat. C'est-à-dire que si jamais je gagne $1 milliard et que je verse 15 millions de dollars, j'ai un résultat. Mais je ne sais pas à qui je donne. La seule chose que je sais, c'est que j'ai le résultat. Et c'est ça le monde des commissions. Il faut bien voir que lorsque vous avez un contrat d'armement, vous avez 25% des sommes qui sont comme ça. Et 25% des sommes de commission, ça conduit à des contrats. Alors vous vous réjouissez à M6 comme partout ailleurs, des contrats d'armement que vous avez, eh bien vous avez versé 25% de commission. Voilà. À M6, il n'y a pas de contrat d'armement. Il y avait beaucoup d'argent chez Elf. Est-ce que vous n'avez pas un peu pété les plombs à un moment avec l'argent de Elf? Quand il y en a tellement, quand on vous entend dire 20 millions, c'est rien, 15 millions de dollars, c'est des sommes minimes par rapport aux milliards qu'on brasse, on se dit,
Il y a quand même un moment où péter les plombs. on perd le sens des réalités. Il est clair que le sens des réalités est très difficile à garder dans une société qui fait 200 milliards de francs de chiffre d'affaires, c'est clair. Le fait qu'il soit difficile de compter les sous après qu'on ait compté les millions de francs, ça c'est clair pour tout le monde. Mais c'est vrai des présidents de la République, c'est vrai des premiers ministres, comme c'est vrai des présidents de société, quels qu'ils soient, et dans le monde entier. Donc vous êtes en train de dénoncer l'existence de gens qui ont une vie en comptant des sous et une vie en comptant des millions. Ça, vous en avez beaucoup. Et effectivement, vous voyez des gens qui ont une vie de faste, que rien n'explique, et disons que lorsque je regardais tout à l'heure les 2 résidences de mes collaborateurs, je me disais oui, effectivement, ils ont quelque part, ils ont pété les plombs. Mais bon, c'est des choses qui arrivent. Ce ne sont pas les seuls à avoir des résidences de folie dans des paradis. Alors vous, justement, vous aviez un salaire chez Elf de 100 000 francs par mois, je crois. Oui. Une carte de crédit où vous tiriez en moyenne... De cet ordre de grandeur. Enfin, 100 000 francs par mois aussi. En moyenne, sur 4 ans, ça fait... C'est ça, oui. Disons, grossièrement, j'ai coûté à la société 2 millions par an pendant 4 ans. Voilà. Qui contrôlait, justement, les frais que vous engagez avec cette note de crédit? Mon directeur des relations humaines, mon directeur des cadres, donc tout ceci était contrôlé, était envoyé au ministère des Finances, et le ministère des Finances regardait ce que je faisais. Rien, il n'y avait rien d'occulte dans ça. Hein. C'était, voilà, vous êtes président d'Elf, voilà ce qu'il faut que vous fassiez. Très bien, parfait. Et effectivement, mon salaire était le 40e, le 50e ou le 100e salaire de la société. C'était comme ça. C'était la vision des choses à l'époque. Vous ne concédez que quelques centaines de milliers de francs, effectivement, prélevés à Elf. Je crois, Monsieur Sirvin, vous avez fait un prêt de 800 000 francs. Absolument. Vous l'avez remboursé? Non, je dois le rembourser le 1er janvier 2002. Donc il s'agit de savoir si je peux le voir. C'est ce que j'ai dit à M. Van Rumbeck qui m'a posé la question. Je lui ai dit, écoutez, quand est-ce que je pourrais le voir? Pour l'instant, j'ai pas le droit de le voir, il est en prison. Mais dès que je peux le voir, je lui rembourserai son prêt. Ça faisait partie des pratiques de la société de pouvoir se voir prêter lorsque j'ai fait ce prêt, M. Sirvin n'était plus mon collaborateur. C'est 2 ans après qu'il ne soit plus mon collaborateur. C'est un prêt notarié, déclaré tous les ans et qui a un ancien collaborateur. Voilà. Oui. Et que j'ai annoncé le 4 juillet 1996 en rentrant dans le bureau de la juge. Donc les juges n'ont pas découvert. Je leur ai dit voilà mes relations avec Sirvin en ce qui concerne l'argent, voilà quelles elles sont. Et un prêt qui était destiné à être remboursé. Absolument, qui sera remboursé. Alors, il y a une autre affaire qui vous concerne. Vous avez divorcé en 1992 de votre ex-épouse, Fatima Belaïd. Il a été démontré qu'un appartement à Londres, d'une valeur de 3 millions, lui a été offert sur l'intervention d'un industriel, Maurice Biederman, qui était en affaire avec Elf. C'est très confus. Un appartement réglé avec les fonds d'Elf. Je n'y comprends plus rien, et les juges non plus. Alors à un moment, on va savoir si cet appartement lui appartient à Biederman, appartient à quelqu'un. On n'y comprend plus rien. Pour l'instant, non, bien sûr, mais l'appartement, pour l'instant, il appartient à Biederman. Alors il semble qu'il y ait eu des tractations entre les deux. Oui, il y a des tractations, c'est-à-dire qu'elle aurait rendu l'appartement 4 ans après. Et en échange, 19 millions de francs, c'est ce qui a été avéré, lui ont été versés pour acheter son silence. C'est ce que d'aucuns disent, mais elle dit le contraire. Dans tous les témoignages qui sont effectués dans cette procédure, vous avez tout et le contraire de tout. Je n'y comprends rien. En ce qui me concerne, j'ai divorcé de quelqu'un en 92, je n'ai aucune relation avec elle depuis cette date, ça fait 9 ans, et je vous assure que si j'avais donné 19 millions à quelqu'un, j'aurais donné à quelqu'un d'autre qu'à elle. Voilà. Pourquoi aurait-il fallu acheter son silence? J'en sais rien. C'est aux gens qui lui ont donné l'argent de le dire. En ce qui me concerne, j'ai pas de problème. Alors, on va revenir d'un mot sur ces comptes qui géraient messieurs Tarallo ou Sirvin. Est-ce que vous connaissiez l'existence de ces comptes? Non. Contrairement à ce qui a été dit par M. Tarallo récemment, non, pas du tout. Et ce qui a été rapporté il y a 48 heures dans la presse. Oui, tout à fait, 48 heures. Donc vous démentez? Absolument, complètement. Je dément depuis 6 ans, je dément, je dis c'est pas vrai, je ne savais pas qui avait des comptes, Colette, machin, etc. Pour moi, Ils disent que vous ne connaissiez pas les noms, mais que vous saviez que ces comptes existaient. Je savais que des comptes existaient, je ne savais pas qu'ils en étaient les bénéficiaires. Et vous connaissiez aussi je sais ce qu'ils disent, les téléspectateurs, pour leur dire, les circuits de financement qui allaient sur ces comptes.
Alors, je n'en savais rien, c'est-à-dire que pour moi, celui qui savait si quelqu'un doit savoir, c'est le directeur financier, donc que les juges commencent à interroger le directeur financier, qui était le maître d'œuvre de l'ensemble des comptes. C'est lui qui faisait les compagnies offshore. Si ces compagnies offshore s'avèrent être des compagnies qui étaient sous le nom de collaborateurs, qu'il l'explique. Moi, je ne le savais pas. Il ne faisait rien sans un ordre de vous. Il faisait tout sans moi. Détruit, vous le dites dans votre livre, qu'il y avait des ordres que vous donniez qui étaient détruits ensuite. Non, il faisait tout en moi. Il avait le même pouvoir que moi. Moi, je signais de l'ordre de 20 fois par an des ordres de virement sur des objets précis. Ces objets précis avaient leur correspondance dans les unités opérationnelles du groupe. Si maintenant les unités opérationnelles du groupe ont détruit ces documents, ce n'est pas de ma faute, je n'étais plus président en 93. Vous démentez Absolument. avoir su qu'il y avait des comptes gérés par M. Tarallo ou M. Servin. Absolument. Il est question d'un autre compte qui a attiré l'attention des juges aujourd'hui. Enfin, non, ça fait 6 ans qu'ils s'interrogent sur un compte. Donc, qui aurait 3 co-contractants, c'est-à-dire qui pourraient tirer sur ce compte. Un compte qui a été ouvert après, d'ailleurs, que vous ayez quitté la compagnie, en 1994. Et un compte, les contractants, 2 sont connus, M. Servin et Tarallo, et le troisième ne l'est pas. Est-ce que vous le connaissez ? Non, je ne connais pas ce compte. Est-ce que vous connaissez cette troisième personne ? Sur ce compte, il y avait 8 millions de francs où on pouvait tirer comme on voulait. Et je ne connais pas le bénéficiaire, et ce n'est pas moi. Et les insinuations de M. Van Ruymbeck et Mme Joly depuis 6 ans, j'en ai marre. Je n'ai pas d'argent. Par conséquent, j'en ai pas plus là qu'ailleurs. Donc, j'ai eu une contrôle fiscale sur 10 ans, on m'a tout pris, et maintenant j'en ai un peu marre d'entendre parler d'argent. Essayons de parler d'autre chose, essayons de parler de stratégie, essayons de voir ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui sur le pétrole et le gaz. Nous sommes en train de tuer complètement cette activité en ne parlant que d'argent. Ce n'est pas que de l'argent. Admettez qu'il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup avant, pendant et après moi. Et il y en a toujours, Monsieur Chin, il y en a toujours des abus. Vous n'avez pas un régime birman aujourd'hui avec le soutien de Total Final sans mettre de l'argent au régime birman. Ne me faites pas croire que vous croyez ça. Donc je reviens sur ce fameux compte. Vous dites le troisième homme, je ne le connais pas. Et ce n'est pas moi. Et ce n'est pas vous. Et comme Monsieur Van Ruymbeck et Mme Joly disent que ça pourrait être moi, l'insigne depuis 4 ans, je dis face à la caméra, ce n'est pas moi. Bon. La question a été posée, vous y avez répondu, c'est votre version, c'est votre déclaration, et on l'entend. Mais il faudrait démontrer l'inverse. Si jamais vous croyez que c'est mon argent, démontrez-le-moi. Moi, je n'en sais vraiment rien. Non, mais que les autres le démontrent. Voilà. À un moment, ça fait 7 ans qu'on cherche mon argent et qu'on ne le trouve pas. Quand vous dites je n'ai pas d'argent, quelle est aujourd'hui la fortune personnelle est de l'ordre de 3 millions de francs. De 3 millions de francs qui, normalement, sont quasiment hypothéqués par les dettes diverses que j'ai. Donc, normalement, si jamais je paie mes dettes, globalement, j'ai plus rien. Voilà. Et une maison que vous avez, je crois... Avec ma mère, oui, qui vaut à peu près cette somme, et ma mère en est actionnaire, ma femme et mes enfants aussi. Et si jamais, c'est le seul bien, donc si jamais je la vends, je rembourse mes créanciers, j'ai plus rien. Alors j'essaie de conserver ma maison à cause des arbres qui y sont, mais que j'ai plantés moi-même, tout petit, et que je regarde grandir, contrairement à d'autres. Vous avez peur de retourner en prison avec le Floch-Prigent ? Je n'ai pas peur de retourner, j'ai peur pour ma famille que j'y retourne. Je considère que dans cette affaire, j'ai été le bouc émissaire, et je suis toujours, d'une affaire où des gens ont gagné de l'argent, des gens ont pris de l'argent. Est-il vérifié ou pas qu'il aurait dû en prendre ? Peut-être, mais moi ça n'a jamais été mon problème d'en prendre, et donc j'en ai pas pris. Alors on peut me reprocher de ne pas en avoir pris, et d'être dans la situation où je suis, d'avoir mis ma famille dans cette situation, mais c'est la situation réelle. Quand vous dites des gens ont pris de l'argent, vous pensez à qui particulièrement ? Je pense qu'il y a pas mal de cadres qui se sont enrichis dans cette société, et qu'il aurait été utile que les juges fassent une enquête réelle sur les cadres qui se sont enrichis, plutôt que de faire une enquête sur le fait de savoir si moi j'avais de l'argent. Merci d'avoir été avec nous avec le Floch-Prigent. Il y a un autre personnage important dans cette affaire Elf qu'on a entendu tout à l'heure, notamment dans la partie sur l'Afrique, c'est André Tarallo. André Tarallo qui ne s'était pas exprimé depuis 2 ans à la télévision, que Denis Boutelier et François Ducroux ont interrogé à la fois sur sa villa en Corse, sur son train de vie et sur le financement des politiques. Il est aujourd'hui consultant international. Il travaille entre Genève, l'Afrique et Paris. Pendant 30 ans chez Elf, il a mené les opérations africaines jusqu'à devenir le véritable numéro 2 de la compagnie. C'est un des hommes clés de l'affaire Elf. Il a accepté de répondre à nos questions pour donner sa version de l'histoire. Quel était le montant de votre salaire quand vous étiez
en poste à Elf? Quand j'étais à Elf, mon salaire devait être de l'ordre de 1 500 000 francs. Et nous, on dit 140 000 francs par mois, c'est pas très loin, quoi. Non, c'est ça, oui, c'est ça. André Tarallo a été pointé du doigt pour s'être bâti une maison extraordinaire, voire pharaonique, en Corse. Vous disiez pharaonique, ou je ne pense pas, c'est une grande maison, c'est sûr, il y a 8 à 9 chambres dans cette maison, une grande maison. Elle est effectivement bien située, il y a une très jolie vue de cette maison. On donne une estimation de sa valeur de 80 millions de francs. Ça me paraît être d'ordre de grandeur, je ne pourrais pas vous répondre précisément, mais c'est cela. On m'a dit qu'il y a de très belles colonnades en marbre, je crois. Il n'y a pas du tout de marbre dans cette maison. Il y a de la pierre. Ce sont des colonnades en pierre. Mais comment a-t-elle été payée? André Tarallo affirme avoir eu d'autres revenus très importants entre 92 et 97. J'ai gagné de l'argent parce que j'étais conseiller de président africain. Lorsque j'ai gagné de l'argent, j'ai consacré l'argent que j'ai gagné à cette maison. Est-ce que vous pouvez chiffrer à peu près combien vous ont rapporté ces activités de conseil auprès de chefs d'État africains? Oh, vous savez, quelques dizaines de millions de francs, ce qui est très important. Je m'en suis réjoui. Mais c'est cela. Autre question, ce fameux chèque de 839 000 francs qu'il a retiré en liquide au guichet d'une banque gérée par Elf. À moi-même, à quoi cet argent a-t-il servi? Écoutez, vraiment, je n'ai aucun souvenir de ce chèque. J'ai très peu souvent utilisé la FIBA. Je crois même tout à fait exceptionnellement la FIBA. Ça devait être 839 000 francs. C'est quelque chose de précis. Je ne sais pas à quoi ça correspondait, mais sûrement une dépense qui je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Je n'ai aucun souvenir de ce chèque. Et surtout, dernier mystère, les magistrats s'interrogent sur des sommes colossales créditées sur ses comptes en Suisse. En tout 600 millions de francs. À qui était destiné cet argent? Je tiens à dire que les 600 millions de francs dont vous parlez par ailleurs, cela représente effectivement, peut-être les sommes qui ont transité sur des comptes dont j'avais la gestion. Mais ces comptes, souvent, ne m'appartiennent pas. Et je tiens à le dire parce que, par exemple, si certains comptes avaient été vraiment ma propriété, eh bien, je crois que j'aurais fait un séjour à la prison de la Santé. À qui appartenaient-ils alors? Ils appartenaient à des responsables politiques africains, mais pas à moi. C'est-à-dire des chefs d'État? Des chefs d'État. Est-ce qu'on peut parler de M. Bongo? Je ne citerai bien sûr aucun nom. M. Sassou? Je ne citerai aucun nom. Monsieur Issouba? Ils appartenaient à des personnalités africaines et ne sont pas à moi. André Tarallo, que vous venez d'entendre et qui est sous le coup de 9 mises en examen dans cette affaire Elf. Il n'est pas le seul, bien sûr, une affaire complexe, tentaculaire, serait-on tenté de dire, sur laquelle travaillent depuis maintenant 5 ans un certain nombre de juges d'instruction. La première à avoir été rendue célèbre, c'est Eva Joly. Il y en a eu d'autres depuis, Laurence Wiśniewski, Renaud Van Ruymbeck. Ils sont un certain nombre à travailler au pôle financier. Ils se sont fait connaître pour s'être attaqués à des ministres, à des PDG, dans des affaires délicates, complexes. L'affaire Elf en est une, mais il y en a d'autres aussi. Comment travaillent ces super juges, entre guillemets? De quels moyens disposent-ils aujourd'hui pour mener à bien leurs enquêtes, des enquêtes complexes face à des systèmes de défense bien organisés? C'est un reportage de Denis Boutelier, Jean-Yves Charpin, Yves Tournou, Nathalie Martin et Tony Casabianca. Bonsoir Eva Joly et Laurence Wiśniewski cet après-midi au domicile de Roland Dumas. La visite surprise du juge Alphen au domicile de Jean Tibéry. Bernard Tapie s'est expliqué pendant de longues heures dans le bureau du juge Benoît Persin. Tout à coup, on voit apparaître une génération de magistrats qui se disent, mais enfin dans le code pénal, il n'y a pas que les articles sur l'avortement ou le trafic de stupéfiants, il y a aussi les articles sur les abus de biens sociaux. L'ancien PDG d'Elf Aquitaine, mis en examen hier pour abus de biens sociaux. L'ancien bras droit de Jacques Chirac est mis en examen pour complicité et recel de corruption. Qu'il s'agisse d'escroquerie, d'abus de confiance, de corruption par exemple, ce sont tous des crimes. Il n'y a pas de sang, il n'y a pas de cadavre, mais il y a des sommes d'argent phénoménales qui sont détournées. Ce que nous savons, au regard de ce qui se passe vraisemblablement, eh bien c'est sans doute une petite goutte d'eau dans la mer. C'est une goutte d'eau dans la mer, et pourtant. On compte aujourd'hui près de 2500 instructions financières ouvertes à Paris. Les cartons
Ça va du petit entrepreneur qui a pris dans la caisse aux abus de biens sociaux des grands patrons. Officiellement aujourd'hui, cette délinquance en col blanc est une priorité. Pour preuve, on a rassemblé tous les magistrats en charge de ces enquêtes dans un bâtiment spécial dans les anciens locaux du journal Le Monde, le pôle financier. Avant, les juges devaient se contenter de petits bureaux poussiéreux. Aujourd'hui, ça ressemble au siège d'une multinationale. Sur 63 juges à Paris, 28 travaillent ici à temps plein, exclusivement sur la délinquance en col blanc. Derrière ces portes systématiquement closes, les plus grands noms des enquêtes financières. Philippe Courroy, 42 ans, l'homme qui a mis en examen Michel Noir, Jean-Christophe Mitterrand et Charles Pasqua. Marc Brisset-Foucault, l'homme qui a instruit l'affaire des lycées d'Île-de-France, l'homme qui enquête entre autres sur Michel Roussin et les voyages de Jacques Chirac. Son collègue Armand Ribérol, qui instruit les mêmes affaires avec lui. Au fond du couloir, Renaud Van Ruynbeck, 49 ans, l'homme qui fit tomber le financement occulte du Parti Socialiste, aujourd'hui en charge de l'affaire Elf. Porte de gauche, Eva Joly, 57 ans, sur ses tablettes Le Crédit Lyonnais, Bernard Tapie et Elf. Et dans le bureau contigu, Laurence Wischniewski, une dame très occupée et très pressée. À 46 ans, elle fait trembler le tout Paris des affaires, mais elle n'est pas mieux payée qu'un autre juge d'instruction, 30 000 francs par mois. Elle a de grosses responsabilités, notamment une partie de l'enquête Elf, la plus volumineuse actuellement au pôle financier. On en a combien de tomes, Isabelle, dans le dossier Elf ? 160, moi j'allais vous dire 150, mais c'est 160. 160 comme ça à peu près, quoi. C'est voilà. Un tome, c'est ça. Ça fait 80 à 100 000 pages, personne ne sait au juste. Rempli combien d'armoires ? J'en sais rien. J'en sais rien, vous voyez à peu près ce que ça donne. Je pense qu'il nous faut 2 armoires. Dans ces armoires, des piles de cartons comme ceci, ce qu'on appelle des dossiers, des procès-verbaux, des comptes-rendus, des lettres, et puis surtout des pièces à conviction. Concrètement, à quoi ça ressemble des gros dossiers Oui, mais ça sont les scellés, ce sont les scellés du dossier Elf. Qu'est-ce que c'est des scellés ? Les scellés, ce sont les pièces que l'on saisit à l'occasion d'une perquisition. Ça peut être quoi ? Ça peut être, par exemple, des relevés de compte. Ça peut être aussi des tickets de caisse, des petites mentions manuscrites sur des petits carnets personnels, des agendas, des répertoires, parce qu'on fait des liens de personnes. Ça peut être toutes sortes de documents. Perquisition, garde à vue, écoute téléphonique, commande d'expertise. Depuis ce bureau, Madame Wischniewski a tout pouvoir pour mener les enquêtes qui lui sont confiées. Elle ne reçoit d'ordre de personne. Elle peut prendre tout le temps qu'elle juge nécessaire pour élucider les affaires qui seront ensuite jugées au tribunal. Qui nous avait été renvoyé par la... Et apparemment, depuis 3 ans, la justice ne mégote pas sur les moyens qu'on lui donne. La maîtresse de maison, Edith Boisette, doyen des juges d'instruction, fait la visite de son beau pôle financier. Sur cet étage, 7000 m² de bureaux flambant neufs. Alors là, on passe dans la seconde partie du bâtiment. Les enquêtes sont compliquées, alors le pôle ressemble à une usine à juger. On compte 350 employés, il y a des ordinateurs partout. Rien que pour faire des photocopies, il faut 6 personnes. Les dossiers financiers sont énormes. Patron, cadre supérieur, homme politique, les clients ne sont pas n'importe qui. On a investi jusque dans les sous-sols. Gardés par les gendarmes, voilà la salle des cellules. Il y en a 5. C'est sur ces bancs qu'on attend d'être interrogé par les juges. Pas un seul graffiti au mur. Là s'est assis quelques heures en décembre 2000 l'ancien ministre Michel Roussin avant d'être transféré à la prison de la Santé. C'est par là encore qu'est passé le 6 février 2001 le fameux Alfred Sirven, l'accusé phare de l'enquête Elf, à son retour des Philippines. C'est là enfin qu'a patienté Jean-Christophe Mitterrand un jour de décembre dernier. Rien que du beau monde, les conditions de détention sont privilégiées. Parole d'expert. C'est très luxueux, on peut dire que c'est une plus ultra des cellules, quoi. Il y a les conditionnés, il y a les bonnes cellules. Il n'y a pas de barreau. Il n'y a pas de barreau, non. Pas de barreau, mais il y a tout de même des clés. Même avec les cols blancs, on ne sait jamais. De temps en temps, ça arrive qu'il y en ait qui supportent pas l'enfermement, mais ils finissent par se calmer, quoi. Ils se calment tout seuls, de toute façon, il n'y a rien à faire. C'est-à-dire, il tape au vif, il demande. Il y en a qui tapent sur les murs, ça arrive, hein. Ça dure 10 minutes, ils pètent un plomb, quoi, comme on dit, mais ils se calment et puis tout redevient normal.
Autre particularité de ces délinquants financiers, ils ne sont souvent pas considérés comme dangereux pour l'ordre public, alors on les libère souvent avant le jugement, en échange d'une grosse somme d'argent, ce qu'on appelle une caution. Ça se passe dans ce bureau. Bonjour madame. Alors on peut vous payer par carte bleue? Non, pas par carte bleue. Il faut systématiquement soit un chèque de banque ou des espèces. Ce sont les deux seules conditions du cautionnement. Hein. On ne peut pas non plus faire un simple chèque? Non. Pourquoi? Il faut c'est-à-dire que nous avons de gros chèques et on veut une garantie. Hein. On ne peut pas laisser la personne repartir si vous préférez la libérer, puis que voilà, il faut une garantie financière assurée. L'idéal pour le caissier, c'est évidemment le liquide. Notre homme a vu une fois passer entre ses mains 3 millions de francs. En billet de 500, ça faisait 6 000, hein, vous voyez. Ouais, en billet de 500, oui. Et vous les avez tous recomptés? 2 fois. 2 fois qui valent mieux qu'une, car au pôle financier, les juges ont affaire à des clients coriaces et bardés d'avocats. Et avec Jean-Christophe Mitterrand, comme avec les autres, les problèmes commencent souvent dès la remise de la caution. Rappelez-vous, en décembre dernier, son avocat jurait qu'il n'avait pas de quoi la payer. Ils sont réclamés pour sa sortie. Il ne sort pas. Pour l'instant, parce qu'il n'a pas l'argent. Ah, pour commencer, ils n'ont jamais cet argent. Quand nous leur faisons comprendre qu'il y a des risques de mise en détention provisoire s'ils ne paient pas, soudainement, l'argent apparaît. Les arguments des juges sont convaincants, preuve en est dans le cas Mitterrand comme par magie. Jean-Christophe Mitterrand quitte la prison de la Santé. C'est sa mère, elle-même, Danielle Mitterrand, qui a remis ce matin le chèque de 5 millions de francs exigé en caution et remboursable à l'issue de la procédure. Ce que je dois vous dire, c'est que cette rançon, elle a été couverte au-delà de la somme demandée. Les juges ont des moyens de pression, ils ont de beaux locaux, et ce n'est pas tout. Pour mener leurs enquêtes sur le terrain, ils disposent à Paris d'une centaine de policiers et de gendarmes spécialisés. Nous sommes dans le 20e arrondissement de Paris, au petit matin, à la section de recherche de la gendarmerie. Depuis 3 ans, un étage entier est dévolu à la lutte contre la corruption, la section financière. Ils sont 12 enquêteurs, gendarmes de base ou gradés. C'est ici, par exemple, qu'a été traitée l'affaire du financement occulte du Parti communiste avec la juge Wiśniewski. Un travail qui n'a bien souvent rien de spectaculaire. Vous écoutez quoi? Alors, en ce moment, c'est un morceau de AC/DC, qui passe en concert d'ailleurs le 22 juin sur Paris. Ce fan de rock, c'est le maréchal des logis-chefs, Éric Bourguignon, 37 ans. Il est payé 12 000 francs par mois, tout comme les gendarmes qu'on voit au bord de la route. Il démarre une enquête avec sa collègue Sandrine Martinez. A priori, rien d'exaltant. Ce matin, il faut aller faire des vérifications au tribunal de commerce à Bobigny. Les clés, on est parti. L'histoire est partie d'une dénonciation d'un artisan mécontent. Une mairie de la banlieue parisienne a commandé des travaux à des entrepreneurs dans des conditions suspectes. Des devis auraient été truqués. Ce sont des élus, enfin, donc des gens qui représentent l'État, qui favorisent une société au préjudice d'une autre pour effectuer des travaux, donc, je sais pas, les travaux de réfection d'immeubles ou la vente d'ordinateurs, ça peut être n'importe quoi. Ça s'appelle du favoritisme, c'est illégal et derrière ce marché pourrait se dissimuler un pot de vin versé à un maire important. Mais avant d'en être sûr, il faut d'abord que nos gendarmes découvrent qui se cache derrière les sociétés concernées. Ils sont obligés d'y aller à deux pour des raisons de sécurité. Bonjour monsieur, gendarmerie de Paris. On va vous déposer une réquisition judiciaire. On est loin de Starsky et Hutch. Éric et Sandrine se présentent au guichet comme tout le monde pour obtenir des documents de société que n'importe qui peut se procurer. D'accord, ok. C'est l'affaire d'un quart d'heure. Nos gendarmes ont maintenant les documents comptables des entreprises avec les noms de toutes les personnes impliquées, écrits noir sur blanc. Impossible de s'en passer. C'est comme quand vous faites une enquête sur un individu. Vous allez rechercher son état civil pour être sûr de ne pas vous tromper. Vous allez rechercher toute sa filiation pour être sûr que vous avez affaire à la bonne personne. Ce qu'il faut, c'est ne pas se tromper et connaître la personne physique ou morale à laquelle on a affaire. Le résultat de la matinée peut paraître maigre, quelques feuillets, mais il est indispensable. C'est à partir de là que les gendarmes vont pouvoir chercher des documents qui puissent devenir des preuves. Et là, leur premier geste, c'est de prendre cette valise. C'est elle qui va permettre d'apposer les fameux scellés. Voilà. Donc on fait un trou. Le pistolet. Il y a de la ficelle pour attacher les documents saisis. Il y a de la cire et surtout un tampon
pour apposer le cachet de la gendarmerie. Ici, donc, avec un effigie donc de la gendarmerie. Et pour que la panoplie soit complète, il faut encore ajouter cette authentique perceuse de bricoleur. Indispensable quand il faut faire des trous à travers les centaines de pages d'archives. C'est grâce à ce système, les documents ne peuvent plus être sortis du dossier. Scellé de son tampon de cire, c'est comme ça qu'un document saisi devient un scellé, une preuve contre un suspect. Tout est fait devant la personne chez qui nous allons. Et donc la personne signe le carton de scellé. Et voilà, donc après on ne peut plus revenir. Cette personne ne pourra pas dire c'est pas vrai, les gendarmes ne m'ont pas saisi ça chez moi. Du coup, les papiers, ça ne manque pas. Les armoires de la gendarmerie en sont pleines. Donc ça, c'est combien d'affaires, ça? Ça, c'est une seule affaire, ça. Donc là, il y a combien d'années de travail? On a commencé il y a 2 ans, alors. Ah ben 2 ans, c'est déjà pas mal. Oui. Dans cette armoire, la plus grosse enquête du service. Une affaire d'escroquerie à la TVA portant sur 1 milliard de francs. Le major Jean-Claude Boudet enquête sur les magouilles de près de 30 sociétés. Ça fait 2 ans qu'il épluche des contrats, des factures, des relevés bancaires. Un travail de Romain. Ce sur quoi vous travaillez en ce moment, un exemple, par exemple, de relevé bancaire qui nous est arrivé d'une banque. Il faut analyser tout ça, quoi. Alors c'est quoi ça exactement? Vous avez un compte en banque. Vous recevez tous les mois votre relevé bancaire. Ben nous, on va analyser toutes les mentions qui figurent sur le relevé. Et on va arriver, par exemple, au débit telle somme, au crédit telle somme. On va essayer de comprendre pourquoi telle somme est arrivée là, ou pourquoi elle est partie et où elle est partie. Il faut 15 jours pour éplucher ne serait-ce que ce classeur. Le major n'est pas tiré d'affaire. Remise chèque, là. Donc 3 millions. Et ben nous, on va demander ce que c'est le chèque. On va se faire sortir le chèque après. Parce que sur le chèque, il va y avoir marqué la banque qui a été destinataire des fonds, là. Et puis on remonte, comme ça, on remonte les destinataires et tout. Qu'est-ce qui vous semble, là, frauduleux ou suspect? Moi, tout de suite, je vois, parce que la société en question, c'est une petite société de rien, qui a presque pas d'activité, puis avec des mouvements comme ça, non. C'est une boîte aux lettres, quoi. Mais qu'il y a des chèques qui touchent et qui versent des chèques de 4, 5, 6 millions? Oui, c'est ça. Et vous multipliez ça par 20 ou 25 dans l'enquête qu'on a en cours, là, par société. C'est un travail de fourmi, mais il a déjà débouché sur une demi-douzaine d'arrestations. L'enquête est loin d'être terminée, comme tous les dossiers qui passent par ses bureaux. Tous les dossiers qu'on a traités ici sont très longs. Il y a qui ont duré 5 ans, 4 ans, et qui ne sont pas encore jugés. 4 ans, 5 ans d'instruction, parfois plus. Il a même fallu 7 ans dans l'enquête ELF avant que M. Dumas et Mme Devier-Joncourt soient enfin jugés au printemps 2001. Et il n'y a pas qu'ELF, les enquêtes menées au pôle financier font l'objet d'un gigantesque embouteillage. Les juges doivent parfois attendre des semaines pour faire traiter leurs demandes de perquisition ou d'interrogatoire par les enquêteurs sur le terrain. Contrairement aux belles intentions affichées, il n'y a pas assez de gendarmes ni de policiers. Sur cette procédure dite ELF, vous devez savoir que nous avons un policier et demi qui travaille à plein temps. Un policier et demi. Il manque d'enquêteurs, il manque aussi de juges pour faire face à la multiplication des enquêtes. Laurence Wischniewski, à elle seule, doit gérer 42 dossiers en parallèle, dont plusieurs de la complexité de l'affaire ELF, mission impossible, ou presque. Il n'est pas raisonnable de penser ou de croire que l'on peut instruire en parallèle plus de 3 ou 4 dossiers de ce type. Or, dans mon cabinet, je crois pouvoir dire que j'en ai une dizaine de complexes. Une dizaine de vraiment complexes. Plus les autres. Les juges sont surchargés et ils n'y peuvent rien. Édith Boisette, la patronne des lieux, a charge de répartir les affaires au fur et à mesure qu'elles se présentent. À raison d'une centaine de nouvelles instructions chaque mois, elle se débat pour gérer la pénurie. C'est très simple, hein. C'est enfantin. J'ai le tableau des juges d'instruction. Vous voyez, j'ai le tableau et je mets des petits bâtons au fur et à mesure que je leur donne un dossier. En un mois, en décembre dernier, on a ainsi attribué 6 petits bâtons, 6 nouveaux dossiers, au juge Renaud Van Ruynbeck. La moyenne est d'environ 60 affaires en cours par juge d'instruction et le record fait frémir la patronne, 177 affaires pour un seul magistrat. Et comment il fait pour gérer dans sa tête 177 affaires différentes? Vous irez lui demander. Comment il s'appelle? Vous ne le direz pas. C'est infaisable.
Pire encore, il est impossible pour les juges de se consacrer à temps plein à leurs enquêtes. Rappelez-vous, le 6 février dernier, la juge Joly quitte son bureau après avoir entendu Alfred Sirven. Il est 3 h du matin. Pour Madame Joly, c'est un nouveau départ dans une enquête qui aurait dû l'occuper 24 heures sur 24. En réalité, il n'en est rien. Le 10 février 2001, un samedi, à peine 4 jours plus tard. Eva Joly, entourée de ses 2 gardes du corps, des policiers, arrive au palais de justice de Paris. Mais là, contrairement à ce qu'on pourrait croire, il n'est pas du tout question de travailler sur le dossier Sirven. On peut vous demander une seconde ce que vous allez faire là? Oui, alors aujourd'hui je vais siéger dans un tribunal correctionnel qui a des comparutions immédiates, c'est-à-dire nous allons juger la délinquance qui vient de se commettre à Paris ces 48 dernières heures. En clair, Madame Joly doit s'occuper, en plus de son travail habituel, des voleurs de poules. Et c'est du travail. Dans les coulisses de la salle d'audience, la juge étudie les dossiers avant de faire comparaître les accusés. Il n'y a que des délits simples, des vols de parc-mètres ou de portables, des bagarres comme ici, des petits trafics de drogue. A priori, rien à voir avec les dossiers complexes dont elle a à traiter habituellement, mais la machine judiciaire a besoin de tous les bras disponibles. Cette permanence n'est pas payée, mais elle est obligatoire. La justice, comme la médecine, elle fonctionne 365 jours par an, et donc il y a des servitudes de week-end. La présence d'une telle star dans l'enceinte du tribunal est une surprise pour beaucoup, à commencer par les avocats qui viennent prendre connaissance des dossiers avant le début de l'audience. Éventuellement, ça peut toujours servir. La séance est présidée par Madame Joly. Madame Joly, oui. Oui, Madame Joly, je la connais pas personnellement, C'est pas Eva Joly. Si. C'est Eva Joly? Oui. C'est vrai? Oui. Ah. Il est 13 h. L'audience présidée par Madame Eva Joly s'ouvre. L'audience est ouverte, vous pouvez vous asseoir. Devant une dizaine de spectateurs, des papis du quartier, les dossiers vont défiler. À chaque fois, un interrogatoire rapide, la plaidoirie du procureur, de l'avocat, puis les juges se retirent pour décider de la peine. On est loin de la justice spectacle des grandes affaires, mais dans le public, on est bien content. Aujourd'hui, je suis content parce qu'on parle beaucoup de Madame Eva Joly. Ben, je suis content de la voir, de la connaître, quoi. Mais on voit beaucoup de choses ici. J'ai vu Alain Delon, j'ai vu Brigitte Bardot, j'ai vu beaucoup de choses. Hein. Et même nous, ça nous est pas indifférent de voir notre collègue à la télé, puis quand on la rencontre, c'est pas, ça vous fait pas le même effet, vous autres? On juge les délinquants par fournées de 5 ou 6 au fur et à mesure qu'ils sont arrêtés. C'est la particularité de ce tribunal. Les magistrats vont traiter 16 affaires dans la journée ce jour-là, à raison d'une demi-heure en moyenne par cas. Les faits sont simples. Verdict pour un voleur de portable. Le tribunal condamne à une peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 3 000 francs d'amende. Vous ne devez pas dire que votre version a été crue par le tribunal. Le tribunal est persuadé que les faits tels que la victime sont exacts. Soyez certain que le prochain vol comparaîtrait devant nous avec cette condamnation à au glacier. C'est une condamnation ferme et beaucoup plus sévère. Les décisions sont rapides, rien à voir avec la délinquance en col blanc. Dans la délinquance financière, on discute beaucoup de la peine qu'il convient d'infliger à des délinquants en col blanc. Cette discussion est moins approfondie lorsque il s'agit d'un jeune désinséré toxicomane pour un vol de portefeuille. Bon, c'est sûr que la demande de détention est forte et ça pose moins de problèmes. Il est 23h30. Madame Joly, toujours accompagnée de ses 2 anges gardiens, va rentrer chez elle. Dès lundi matin, l'attendent les 100 000 pages du dossier Elf Sirven.
Une partie qui est loin d'être jouée pour les juges, car face à eux, les délinquants ne manquent pas de répondants. Ce sont des gens qui sont cultivés, éduqués, instruits, filous, voyous, mais qui sauront bien s'exprimer. On aura une sorte de combat ou d'échange entre le juge d'instruction et la personne intéressée, qui sera d'un haut niveau, qui sera à armes égales. Et ce n'est pas tout. Dans les dossiers sensibles, les juges doivent affronter des bataillons d'avocats. Les audiences du procès Elf l'ont montré, chaque accusé a au minimum 2 défenseurs. En général, ce sont de gros calibres, à l'image de Francis Chouraki, 56 ans, un habitué des micros et des gros dossiers. Depuis ses luxueux bureaux du 17e arrondissement, il a défendu la Générale des Eaux et travaille actuellement, entre autres, pour Bernard Tapie. Ses clients sont fortunés, ses moyens sont quasi illimités. Vous pouvez arriver très vite à des millions de francs qui sont en jeu. Ça, c'est la défense d'un de vos clients ou de vos clients, ça peut coûter plusieurs millions de francs. Ça peut coûter plusieurs millions de francs. L'un des gros clients de Francis Chouraki, c'est André Guelfi, un des accusés vedettes de l'affaire Elf. Il verse à son défenseur près de 45 000 francs par mois. Et l'argent, ça peut faire la différence. L'avocat n'est pas seul. Dans ses bureaux, Francis Chouraki est entouré de 6 confrères. Pour ses clients, il cherche des témoignages, il paye des experts, parfois même des magistrats à la retraite. Il épluche dans le moindre détail le travail des juges d'instruction, le but, contrecarrer les poursuites. Il y a là un vrai travail qui doit être accompli, de surveiller et d'aider le juge à respecter le code pénal, le code de procédure. Bon, ils doivent le connaître par cœur. Pas nécessairement. Si tel était le cas, il n'y aurait pas tant d'affaires qui iraient devant les chambres d'instruction et qui iraient ensuite devant la Cour de cassation, et parfois tant d'instructions, moins qu'on le souhaite, mais qui se trouvent annulées. L'affaire Xavier Tibéri, par exemple. Elle était accusée d'avoir touché 200 000 francs d'argent public pour une étude bidon. Ses défenseurs réussiront à faire annuler les poursuites en prouvant que la justice avait commis une erreur de procédure. Pour les magistrats du pôle financier, c'est une épée de Damoclès sur le moindre de leurs actes. La défense, elle est là à chaque instant. Elle examine chacun de vos actes. Elle vous en demande toujours plus. Elle exerce pleinement tous les droits qui sont les siens. Donc on ne peut pas lui en faire le reproche. Simplement, l'attention toute particulière qu'elle porte à la procédure est évidemment une pression. Nous ne sommes pas dans une compétition, ni sur un terrain de jeu, ni... Non, mais eux, les magistrats, parfois, se vivent comme ça, en tous les cas. Vous voulez dire qu'ils se vivent assiégés par un certain nombre d'avocats? Oui, ils n'hésitent pas à dire, on a en face de nous 50 avocats, ou 30 ou 40. C'est vrai. C'est vrai. Harcelés, surchargés de travail, les magistrats financiers ne sont pas au bout de leur peine. La patronne des juges d'instruction de Paris le sait bien. Aujourd'hui, on peut monter une société en quelques heures pour cacher de l'argent. Et quand il faut traquer des flux d'argent suspects, ça complique l'affaire pour les enquêteurs. Les sociétés maintenant ont des structures extrêmement complexes avec des filiales, des ramifications. Les circuits financiers et bancaires se sont considérablement sophistiqués. On part de telle société ou on part de tel circuit financier, on va arriver tout à fait ailleurs. Alors pour contrer cette nouvelle délinquance, certains juges n'hésitent pas à quitter leur bureau. Nous sommes à l'école de gendarmerie de Fontainebleau, près de Paris. Ce matin, 2 juges spécialisés viennent enseigner aux gendarmes les innovations criminelles les plus récentes. Jean de Maillard à droite et Renaud Van Ruynbeek à gauche, le juge vedette de l'affaire Elf. Il faut partir d'un certain... Les 2 juges sont volontaires et quasiment pas payés. Face à eux, les gendarmes viennent de Bordeaux ou de Chambéry. Ils ont choisi de combattre la corruption plutôt que les voleurs de voitures. Ils sont en stage pour plusieurs mois. Qui est considéré comme l'un des grands réseaux mafieux de cette... On leur parle criminalité en réseau, marché boursier sur Internet, vous voyez, qui peuvent être aussi société écran, offshore, rien que des mots compliqués.
On a souvent l'impression que les gendarmes, c'est un peu Louis de Funès qui court derrière des nudistes. Aujourd'hui, c'est complètement autre chose. Ce sont des enquêteurs spécialisés qui travaillent sur des dossiers complexes. Pour le juge Van Ruynbeck, le message numéro 1, c'est de comprendre que les tricheurs n'hésitent plus à traverser les frontières. Les 3/4 des gros dossiers politico-financiers instruits en France passent à un moment ou à un autre par l'étranger. À partir de là, pendant 3 heures, le juge va raconter des cas réels qu'il a eu à traiter. toutes situées dans des paradis judiciaires. Mais là, il ne suffit pas aux enquêteurs de comprendre pour pouvoir agir. C'est-à-dire que rien ne sera à mon nom. L'argent sale, ça représente 500 milliards de dollars par an. Par contre, on est dans l'abstrait pour le juge. C'est-à-dire que le juge ne peut strictement rien faire. Et vous avez quand même des moyens de police, de perquisition. Oui, mais la police peut rien faire en Suisse. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Qu'est-ce que vous voulez que j'aille? Je ne peux pas perquisitionner Liechtenstein, j'ai aucun pouvoir. Les pouvoirs s'arrêtent à l'intérieur de mes frontières. C'est la dernière étape du casse-tête des juges. Pour démêler ces écheveaux financiers, il va leur falloir demander l'aide de leurs confrères étrangers. En général, il faut commencer par la Suisse, le pays des banques, une des plaques tournantes de l'argent criminel à travers le monde. De l'enquête Falcon à l'enquête des HLM de Paris, en passant par l'enquête Elf ou Société Générale, pas une grande affaire qui ne mène ici, au palais de justice de Genève. Laurent Casper en Sermet, 54 ans, est un des 4 juges spécialisés à Genève dans les enquêtes financières. Il a l'habitude d'aider les juges du monde entier. Il s'est fait une spécialité de retracer les mouvements d'argent les plus complexes. Il ne manque pas de ténacité. Exemple avec cette affaire de corruption, résumée sous forme de tableau. Alors, par exemple, vous avez ici une banque genevoise qui elle-même reçoit d'une banque zurichoise un certain nombre de fonds et d'autres banques étrangères. Cette banque genevoise, par le biais de 2 chèques, crédite un compte de sa filiale aux Bahamas. Donc on passe cette somme d'argent à l'étranger. Depuis les Bahamas, une partie de cette somme va au Liechtenstein. Vous voyez par cet exemple que le saut de mouton se fait d'une banque d'un même pays à une autre banque d'un même pays ou vers l'étranger et même vers plusieurs pays. Pour en arriver là, le juge a mis 2 ans. Mais cela ne suffit pas. Encore faut-il qu'il puisse en communiquer rapidement les informations aux juges qui les lui ont demandées, en France ou ailleurs. Et ça, il ne peut pas. Vous, il vous est déjà arrivé d'avoir des informations sur votre bureau, dans des dossiers? Dans ma tête, en tout cas, oui. De savoir ce que cherche le magistrat étranger et de ne pas pouvoir le lui donner, bien évidemment. Et le magistrat, vous pouvez, ça peut être quelqu'un que vous connaissez, avec qui vous avez de bonnes relations? Absolument, et le magistrat doit comprendre que notre droit ne le permet pas, malgré toute notre bonne volonté, mais c'est frustrant. Frustré ou non, peu importe, en Suisse la loi est formelle, les suspects ont le droit de tout faire pour bloquer la transmission d'informations à des juges étrangers. C'est ce qui est arrivé à Madame Joly, à Paris dans l'enquête Elf, en 1998. Il lui a fallu attendre plusieurs mois pour obtenir des informations qu'un juge de Genève avait découvert en 2 jours. Ce qu'il avait trouvé était pourtant important, des mouvements suspects sur un compte d'un proche du président gabonais Omar Bongo. Mais les avocats du chef d'État africain vont faire appel, invoquer une présumée immunité des chefs d'État pour empêcher la juge française d'obtenir les précieuses informations. En Suisse, ça s'appelle un recours. Il ne sera rejeté par la Cour de Genève qu'au bout de 5 mois. 5 mois perdus par Madame Joly avant de pouvoir reprendre son enquête. La plupart du temps, ils sont rejetés. Il y a un très faible pourcentage de recours acceptés. C'est exceptionnel qu'ils soient acceptés. Mais cela dit, ça a permis aux recourants de gagner du temps. Et gagner du temps, c'est une stratégie, une arme très importante dans le cadre de la procédure étrangère. Pour le patron du tribunal, le procureur général Bertossa, ce temps perdu peut tout simplement empêcher la justice de punir les coupables. Ça permet cas échéant, de faire disparaître le produit d'une infraction s'il n'est pas immédiatement saisi. Et puis ça permet de dissimuler tout ce qui est encore dissimulable et donc d'échapper au mieux aux poursuites qui sont engagées. Et pour échapper aux poursuites des juges français, il y a même encore mieux que la Suisse et les brumes du lac de Genève. Dans des paradis de cartes postales comme les Bahamas ou le Liechtenstein, paradis où la justice est peu motivée, voire à Londres, il est quasiment impossible pour les juges d'obtenir le moindre renseignement bancaire et donc de pouvoir boucler leurs enquêtes. Je ne voudrais pas donner des conseils
à vos auditeurs, mais enfin celui qui prend la précaution de faire circuler le produit de son crime successivement par la Suisse, le Liechtenstein, le Luxembourg et pour le planquer enfin en Grande-Bretagne, il est à peu près sûr qu'on ne découvrira jamais. Dans ces conditions, la justice financière peut-elle faire son travail ? Bon an, mal an, les magistrats du pôle financier de Paris ont réussi à boucler 1377 instructions en l'an 2000. Mais la plus longue de leurs enquêtes, la Société Générale, a pris 12 ans. Et concernant l'affaire Elf, il faut savoir qu'il y a encore de nombreux dossiers en cours d'instruction. Il n'y a eu pour l'instant qu'un seul procès, le procès qui a été appelé le procès Dumas de Viégeancourt, avec 5 personnes qui ont été condamnées à des peines de prison. Alfred Sirven, Loïc Le Floch-Prigent, Christine de Viégeancourt, Gilbert Miara et Roland Dumas. Tous ont fait appel. Une décision en appel devrait intervenir en mars-avril 2002, sachant que concernant cette affaire Elf, il y a encore de nombreux dossiers en cours d'instruction. Cette émission est terminée. Merci de l'avoir suivie. Merci à ceux qui l'ont préparée, en particulier François Dumont.